Un pâle flot de lumière traverse le ciel nocturne par une nuit claire et sans lune. Loin des lumières de la ville, vous pouvez le voir se cambrer au-dessus de votre tête, une bande fantomatique brillant dans l'obscurité. Pendant des millénaires, les humains ont regardé cette lueur laiteuse avec admiration, lui donnant des noms nés de la poésie et de la légende. Une rivière céleste divisant le ciel, le lait renversé d'une déesse, une traînée de fumée de feux de camp des chasseurs cosmiques, la piste des oiseaux migrateurs. Sous ces innombrables étoiles, nos ancêtres ont tissé des histoires pour expliquer la mystérieuse bande, sans jamais se rendre compte qu'ils en faisaient partie. Cette luminosité nébuleuse n'est pas un simple nuage ou un mythe. C'est la lumière combinée de milliards de soleils lointains, trop nombreux et trop faibles pour que l'œil nu puisse se résoudre individuellement, se fondant en une lueur continue. Vous regardez de face notre galaxie, vue de l'intérieur. Je suis cette galaxie, la Voie lactée, votre île natale dans le cosmos. Dans mon étreinte, je contiens tout ce que vous voyez dans le ciel nocturne et bien au-delà. Il faut des dizaines de milliers d'années pour que ma lumière atteigne vos yeux, voyageant à travers les vastes abysses de l'espace à partir d'étoiles dispersées sur mes bras spiraux. Lorsque vous contemplez la Voie lactée par une nuit sombre, vous regardez le cœur de notre maison galactique, un immense rassemblement d'étoiles, de gaz et de poussière en forme de grandes roues dans l'espace. De ton point de vue sur une planète nichée en moi, tu ne peux pas voir ma forme complète, seulement cette faible bande de lumière stellaire entourant le ciel. Cependant, à travers des siècles de curiosité et de science, vous avez commencé à dévoiler ma forme cachée. Je m'adresse à vous maintenant comme un conteur de l'intérieur, la voix de la Voie lactée elle-même, pour vous guider dans un voyage à travers notre galaxie. Écoutez mon histoire sur la façon dont nous avons découvert notre place dans cette ville stellaire, sur les merveilles et les mystères qui se trouvent dans mes profondeurs, et sur la danse cosmique qui relie tous ceux qui y habitent. Commençons là où toutes les histoires commencent, sous les mêmes étoiles sans fin, avec vous regardant avec admiration la Voie lactée, cherchant à savoir ce qu'elle est vraiment. Vivre à l'intérieur de la Voie lactée rend difficile la compréhension de sa forme complète. Pendant longtemps, les humains n'ont pu que deviner la forme de notre galaxie. En regardant la Voie lactée de l'intérieur, nous voyons une bande de lumière, mais pas le grand dessin. Les premiers astronomes comptaient les étoiles dans différentes directions et remarquaient plus dans la frange de la Voie lactée qu'au-dessus ou en dessous d'elle, en déduisant que nos étoiles forment un disque aplati. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que la véritable énormité de notre galaxie est devenue claire en traçant les distances des amas globulaires, ces amas d'étoiles anciens et denses qui orbitent autour de la Voie lactée. Les astronomes ont réalisé que les amas étaient centrés autour d'un point de la constellation du Sagittaire, ce qui signifie que le véritable cœur de la galaxie se trouve loin de notre système solaire, caché derrière des nuages denses. La Voie lactée est une vaste galaxie spirale en forme de disque avec des bras spiraux gracieux qui se déroulent à partir d'un renflement central brillant. En fait, dans le même noyau, j'ai une barre en étoile, une bande droite qui traverse le centre avec des bras spiraux attachés à ses extrémités. Mon disque s'étend sur environ 100 000 années-lumière de diamètre, mais il est relativement mince, seulement quelques milliers d'années-lumière d'épaisseur sur la majeure partie de sa largeur, s'amincissant vers les bords. Au centre, un renflement d'étoiles plus anciennes s'élève au-dessus et au-dessous du disque, un centre sphéroïdal qui brille d'une lumière ancienne. Et tout est enveloppé d'un faible halo de vieilles étoiles et bien plus encore. Pour discerner tout cela de l'intérieur, il a fallu de l'ingéniosité et de nouvelles façons de voir. Ils ont tracé les bras spiraux en cartographiant les nuages de gaz qui émettent des ondes radio qui peuvent pénétrer dans la poussière. Les distances et les mouvements des étoiles ont été mesurés, reconstruisant lentement une carte de la Voie lactée. Bien que personne ne puisse encore prendre une photo de la Voie lactée de l'extérieur, vous avez construit une image mentale à partir d'innombrables observations. Ainsi, à l'abri des regards ordinaires, ma forme s'est révélée dans votre imagination. Un disque spiralé plat avec une saillie centrale et une barre, entouré d'un faible halo. Pour vraiment me connaître, il fallait aller au-delà de la vue humaine et faire confiance aux messages portés par toutes les formes de lumière et de gravité. Notre Soleil occupe un coin modeste de cette métropole galactique, résidant dans un bras spiral mineur connu sous le nom de bras d'Orion, un éperon mineur entre deux bras plus grands, le bras du Sagittaire le plus proche du centre galactique et le bras de Persée plus éloigné. Ici, à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, le Soleil et sa famille de planètes orbitent relativement calmement. Le Soleil est une étoile ordinaire parmi des centaines de milliards, et notre voisin stellaire le plus proche, Alpha Centauri, est à environ 4 années-lumière. Notre région est en fait une bulle éparpillée, une cavité dans le gaz interstellaire sculptée par d'anciennes explosions de supernovas. Au-delà de cette bulle se trouvent des nuages de gaz et de poussière qui suivent le bras d'Orion, y compris la nébuleuse d'Orion, à seulement environ 1300 années-lumière. Dans la grande rotation de la galaxie, le Soleil se déplace à environ 230 km par seconde autour du centre, mettant environ 230 millions d'années pour compléter une seule orbite, une année galactique. Depuis sa formation il y a 4,6 milliards d'années,
le Soleil n'a fait le tour de la Voie lactée qu'environ 20 fois. Notre emplacement sur le bras d'Orion peut être chanceux, car il se trouve dans la zone habitable galactique, à une certaine distance du centre qui pourrait être propice à la vie, suffisamment éloigné des régions centrales volatiles, mais suffisamment proche pour avoir un mélange plus riche d'éléments lourds nécessaires à la formation de planètes rocheuses et de biologie. De ce point de vue, le ciel nocturne offre une vue spectaculaire sur la structure interne de la Voie lactée, avec des nuages denses d'étoiles vers le centre galactique du Sagittaire et des fissures sombres où la poussière interstellaire obscurcit les étoiles lointaines. Au sein de la vaste collection d'étoiles de la Voie lactée existe une étonnante variété de vies stellaires. Des étoiles massives et brillantes qui brûlent bleu-blanc et s'éteignent en quelques millions d'années, aux petites étoiles froides qui brillent à peine en rouge et sont destinées à briller pendant des milliards d'années. Les étoiles les plus courantes sont des naines rouges, de faibles braises avec peut-être un dixième de la masse du Soleil. À l'autre extrême se trouvent des géants et des supergéantes, comme Bételgeuse ou Antares, des centaines de fois plus grandes que le Soleil. Il y a des étoiles de toutes les couleurs et de tous les types. Des étoiles jaunes comme notre Soleil, des étoiles blanches plus chaudes, des naines oranges légèrement plus froides. De nombreuses étoiles vivent en amas ou en système binaire. Les étoiles ne sont pas éternelles. Elles naissent dans les nébuleuses, vivent leur vie et finissent par périr. Les étoiles plus petites comme le Soleil se gonflent en géantes rouges, puis perdent leur couche externe, laissant derrière elles leur noyau chaud comme des naines blanches, des braises de la taille de la Terre d'une densité incroyable. Des étoiles beaucoup plus grandes que le Soleil meurent violemment dans l'explosion d'une supernova, où le noyau de l'étoile est écrasé en une pépite ultra-dense appelée étoile à neutrons ou, si l'étoile était suffisamment massive, un trou noir. Les étoiles à neutrons ont plus de masse que le Soleil dans une sphère de seulement quelques kilomètres de diamètre. Les étoiles à neutrons en rotation deviennent des pulsars, émettant des faisceaux de rayonnement électromagnétique. Encore plus énigmatiques sont les trous noirs, formés lorsque le noyau d'une étoile très massive s'effondre au-delà même de la densité d'une étoile à neutrons. Sa gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper. On estime qu'il y a des millions de trous noirs de masse stellaire dans la Voie lactée, détectables s'ils extraient du gaz d'une étoile compagne, émettant des rayons X ou par microlentilles gravitationnelles. Au-delà de ces vestiges sombres, la Voie lactée contient d'autres phénomènes stellaires exotiques tels que des traînards bleus, des magnétars et des étoiles variables. En orbite autour de beaucoup de ces étoiles se trouvent d'innombrables planètes. Nous avons découvert des milliers d'exoplanètes et nous soupçonnons qu'il y en a des centaines de milliards au total, des géantes gazeuses au monde glacé en passant par les planètes rocheuses dans les zones habitables. La grande variété d'étoiles et de leurs planètes dans la Voie lactée témoigne de la créativité de la nature, enrichissant la tapisserie de notre galaxie et forgeant les éléments lourds qui deviennent de nouvelles étoiles, de nouvelles planètes et peut-être une nouvelle vie. Au centre même de la Voie lactée se trouve un royaume surpeuplé et turbulent. Au fur et à mesure que nous nous déplaçons vers l'intérieur, la densité des étoiles augmente considérablement. Au cours des quelques centaines d'années-lumière les plus internes, des millions d'étoiles sont entassées dans une région qui s'inscrirait dans l'orbite des planètes les plus externes de notre système solaire. Le ciel nocturne d'un monde proche du centre galactique serait en feu avec une lumière d'étoiles des milliers de fois plus intense que ce que nous voyons de la Terre. Ce centre stellaire est le renflement de notre galaxie, une congrégation sphérique d'étoiles rougeâtres pour la plupart anciennes, mais parmi elles, il y a aussi des étoiles jeunes et massives et des phénomènes extrêmes. Au cœur de tout cela, dans la direction du Sagittaire, se cache un léviathan gravitationnel, un trou noir supermassif d'une masse d'environ 4 millions de soleils, qui ancre les orbites des étoiles autour de lui. Les astronomes ont suivi sa présence par le mouvement des étoiles qui grouillent autour de lui à des vitesses incroyables. Une étoile a été vue en train de terminer une orbite en seulement 16 ans, fournissant la preuve irréfutable d'un trou noir supermassif. L'environnement près de ce cœur sombre est extrême, avec un disque de gaz et de poussière tourbillonnant autour de lui, et parfois des amas de ce matériau spiral, se réchauffant et brillant dans les rayons X et l'infrarouge avant de disparaître. Parfois, des étoiles entières peuvent être déchirées par les forces de marée si elles s'aventurent trop près. Autour du trou noir se trouve un amas d'étoiles parmi les plus massives et les plus lumineuses de la galaxie, dont la présence dans une région apparemment hostile à la formation d'étoiles est une énigme. Ces étoiles massives mourront sous forme de supernovas, ajoutant plus d'étoiles à neutrons et de trous noirs à l'essème central. Parce que le centre de la Voie lactée est enveloppé d'épais nuages de poussière, nous ne pouvons pas le voir en lumière visible, mais les radiotélescopes, infrarouges et à rayons X révèlent une scène animée. Le centre de notre Voie lactée est modeste par rapport au noyau galactique de nombreuses autres galaxies, mais les preuves suggèrent que notre trou noir était plus énergétique dans le passé, comme l'indiquent les énormes lobes d'émission de rayons gamma et de rayons X qui s'étendent bien au-dessus et en dessous du plan galactique. Au centre galactique, nous assistons aux extrêmes de la physique, où la gravité est la plus intense et les densités stellaires sont plus élevées. Cette connaissance ajoute de la profondeur à notre image de la galaxie. Non seulement les bras spiraux s'enroulent gracieusement vers l'extérieur, mais au plus profond du noyau se trouve un puissant moteur qui a discrètement influencé l'évolution de notre maison cosmique. La voie de ce nuage sphérique dispersé d'étoiles qui enveloppe la galaxie
est peuplée d'étoiles extrêmement anciennes, dont beaucoup se sont formées lorsque l'univers lui-même était jeune, il y a près de 13 milliards d'années. Ces étoiles de halo sont pauvres en métaux et ne contiennent que des traces d'éléments plus lourds que l'hélium. En revanche, le disque de la galaxie, en particulier le disque mince où réside le Soleil, est dominé par des étoiles plus jeunes qui suivent des orbites presque circulaires et sont comparativement riches en métaux, contenant environ 2% d'éléments plus lourds que l'hélium, un cadeau des générations précédentes d'étoiles. Les étoiles massives vivent peu de temps et meurent dans les supernovas, ensemençant le gaz environnant avec des éléments lourds forgés dans leur noyau. De nouvelles étoiles se condensent à partir de ce gaz enrichi. À l'intérieur du disque, les astronomes distinguent un disque épais, une composante plus diffuse et verticalement allongée composée d'étoiles plus anciennes, et un disque mince, le plan plat de la formation d'étoiles actives et des jeunes amas. On pense que les étoiles du disque épais se sont formées au début de l'histoire de la Voie lactée ou pourraient être des immigrants d'une galaxie plus petite qui a fusionné avec la nôtre il y a longtemps, peut-être il y a environ 10 milliards d'années. Le renflement au centre galactique contient également des indices du passé, avec des étoiles généralement vieilles et riches en métaux, probablement formées dans les premières années de la galaxie ou lors de fusions ultérieures. Les amas globulaires flottants dans le halo contiennent certains des exemples les plus purs d'étoiles anciennes, nées ensemble il y a plus de 12 milliards d'années, chacune étant un instantané de la jeunesse de la galaxie. Ensemble, les populations stellaires de la Voie lactée forment une stratigraphie cosmique. Le halo et les amas globulaires témoignent de l'enfance de la galaxie. Le disque épais, de l'adolescence turbulente, et le disque mince et les bras spiraux racontent l'histoire continue de la naissance des étoiles. Notre Soleil fait partie de ces derniers chapitres, né il y a environ 4,6 milliards d'années à partir de gaz déjà riches dans les cendres d'étoiles anciennes. La Voie lactée s'est développée en tant qu'organisme vivant, ajoutant de la matière, se mélangeant et mûrissant au fil du temps, un processus continue encore aujourd'hui. L'histoire stratifiée de la Voie lactée nous rappelle que notre galaxie est une entité dynamique et évolutive, et que notre existence même dépend de cette longue histoire de naissance et de mort stellaire. Les étoiles naissent de la matière première de la galaxie, de vastes nuages de gaz et de poussière flottant dans le milieu interstellaire, appelés nuages moléculaires géants. À l'intérieur, la gravité rassemble des amas de matière jusqu'à ce que, dans certaines régions, le nuage s'effondre lentement, se fragmentant en nœuds plus denses qui se réchauffent et tournent plus vite, formant une proto-étoile. Lorsque les températures internes sont suffisamment élevées pour fusionner l'hydrogène en hélium, une nouvelle étoile s'allume. Souvent, des dizaines ou des centaines d'étoiles se forment à partir d'un nuage, donnant naissance à un amas frère. Ces étoiles naissantes, initialement cachées par leur cocon de poussière, nettoient rapidement leur environnement avec leur rayonnement stellaire et leur vent, révélant des amas d'étoiles jeunes et chaudes et le reste des nuages sculptés en forme fantastique. Les sites de formation récente d'étoiles sont annoncés par des nébuleuses, des nuages incandescents de gaz ionisé. Les étoiles massives naissantes émettent une lumière ultraviolette intense qui ionise l'hydrogène dans le nuage environnant, le faisant briller dans des teintes roses et rouges. Ces régions sont connues sous le nom de régions HI. Un exemple proche est la nébuleuse d'Orion, où un amas de centaines de jeunes étoiles illumine le gaz qui les entoure. Dans toute la Voie lactée, en particulier le long des bras spiraux, des pépinières similaires abondent, comme la nébuleuse de l'Aigle avec ses célèbres piliers de la création, d'imposantes colonnes de gaz et de poussière où de nouvelles étoiles gestent. Dans ces pouponnières stellaires, la scène est généralement chaotique, avec des proto-étoiles tirant des jets bipolaires et des disques de matière se formant autour de jeunes étoiles, dont certaines fusionneront dans des systèmes planétaires. Les nouveau-nés les plus massifs vivent vite et meurent jeunes, explosant en supernovas qui peuvent déclencher un nouvel effondrement dans les nuages voisins ou, à l'inverse, éjecter le gaz restant. Les bras spiraux de notre galaxie sont particulièrement riches en ces pouponnières. Lorsque l'onde de densité d'un bras traverse une région, elle comprime doucement les nuages moléculaires, initiant leur effondrement en étoiles. Certains bras abritent des complexes géants avec des milliers d'étoiles massives, de véritables usines à étoiles pompant des amas et des associations d'étoiles chaudes et jeunes. Le cycle de vie se poursuit. Les restes du nuage moléculaire d'une génération peuvent devenir les graines de la suivante, et les cendres des étoiles mortes sont mélangées dans le milieu interstellaire. La Voie lactée donne naissance à quelques nouvelles étoiles par an en moyenne. Les nébuleuses brillantes et leurs étoiles nouveau-nées nous rappellent que la Voie lactée est vivante et en évolution, transformant constamment le gaz en lumière des étoiles. Les gracieux bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas des structures fixes, mais des motifs, des vagues de densité qui se déplacent à travers le disque de la galaxie comme des embouteillages sur une autoroute ou des vagues dans un océan. Les étoiles et les nuages de gaz traversent le motif, s'agglomérant lorsqu'ils entrent dans un bras et se dispersant en sortant. Lorsque les étoiles et le gaz orbitent autour du centre galactique, ils rencontrent périodiquement des régions de plus haute densité, les bras spiraux, où la gravité supplémentaire ralentit légèrement et comprime les nuages de gaz, entraînant une accrétion temporaire. Le motif en spirale reste, continuellement renouvelé par de nouvelles étoiles qui vont et viennent. Ce mécanisme résout le problème de l'enroulement.
Si les bras étaient faits des mêmes étoiles tout le temps, ils s'enrouleraient de plus en plus étroitement autour du centre à chaque rotation. Au lieu de cela, les bras sont comme un modèle de circulation qui persiste même si les étoiles individuelles qui créent le motif changent avec le temps. Ces ondes de densité en spirale ont des effets profonds sur le gaz dans le disque. Lorsqu'un nuage de gaz pénètre dans un bras, le léger ralentissement et la compression peuvent déclencher l'effondrement du nuage et la formation de nouvelles étoiles, de sorte que les bras sont marqués par des amas d'étoiles nouveau-nées brillants et des nébuleuses brillantes. Les étoiles bleues massives qui illuminent les bras vivent si brièvement qu'elles meurent avant de s'éloigner de leur lieu de naissance, gardant le bras continuellement éclairé. Les bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas parfaitement symétriques ou constants. Ils peuvent se diviser, se ramifier ou être influencés par des interactions avec des galaxies satellites ou la rotation de la barre centrale. Le motif d'onde de densité tourne lentement, ce qui signifie que les étoiles avancent constamment dans le motif d'onde. Comprendre que les bras sont des motifs dynamiques nous aide à apprécier la Voie lactée en tant que galaxie vivante. Nous y voyons la chorégraphie de milliards d'étoiles répondant collectivement à la douce force organisatrice de la gravité. Parmi les étoiles de la Voie lactée se trouve un milieu diffus de gaz et de poussière, la matière à partir de laquelle les étoiles se forment et vers laquelle elles retournent lorsqu'elles meurent. Ce milieu interstellaire peut sembler invisible et sombre, mais c'est un composant vital de la galaxie. En moyenne, chaque centimètre cube d'espace autour de nous contient environ un atome, généralement de l'hydrogène, bien que les densités varient considérablement. Le milieu interstellaire est une mosaïque de phases, des nuages froids et denses où se forment des molécules, un gaz chaud et diffus qui remplit une grande partie du disque, et du plasma chaud et ionisé soufflé par les vents stellaires et les supernovas. La masse combinée de gaz et de poussière dans le disque de la Voie lactée est de l'ordre de dizaines de milliards de soleils. Et autour de la galaxie se trouve un réservoir encore plus grand, un vaste halo de gaz chaud détecté dans les rayons X qui s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière. À l'intérieur du disque, le milieu interstellaire se manifeste sous la forme de nébuleuses brillantes où le gaz est ionisé par la lumière des étoiles, et de nébuleuses sombres, des nuages de poussière et de gaz moléculaires qui bloquent la lumière, apparaissant comme des vides ou des silhouettes noires sur le fond étoilé. Ces nuages chargés de poussière sont les pépinières des futures étoiles. La poussière elle-même se compose de minuscules grains solides de silicate, de composés de carbone, de glace et de métaux, provenant des atmosphères froides de vieilles étoiles géantes et d'explosions de supernovas. À l'abri de nuages denses, les grains de poussière catalysent la formation de molécules. Les astronomes ont détecté plus de 200 molécules dans les nuages interstellaires, du simple monoxyde de carbone et de l'eau aux molécules organiques telles que le formaldéhyde, les alcools et même les précurseurs d'acides aminés. Là où il y a du gaz et de la poussière, il y a aussi des champs magnétiques et des rayons cosmiques. Le milieu interstellaire de la Voie lactée est sillonné par des lignes de champs magnétiques invisibles qui influencent le mouvement des particules chargées et l'effondrement des nuages. L'un des effets les plus perceptibles du milieu interstellaire est l'assombrissement et le rougissement de la lumière des étoiles. Lorsque la lumière d'étoiles lointaines passe à travers un nuage de poussière intermédiaire, la poussière absorbe et disperse les longueurs d'onde plus courtes et plus bleues que les longueurs d'onde plus longues et plus rouges, ce qui fait apparaître l'étoile plus rouge et plus sombre. Le milieu interstellaire est crucial pour l'écosystème de la Voie lactée. C'est le réservoir de matière pour la formation de nouvelles étoiles et le réservoir de matière renvoyé par les étoiles mourantes, agissant comme le tapis roulant de l'évolution galactique, faisant circuler la matière des étoiles vers l'espace et de retour vers les étoiles. Loin d'être un vide-vide, l'espace entre les étoiles est une tapisserie complexe de filaments, de bulles et de nuages, reliant toutes les parties de la galaxie. Le milieu interstellaire est le souffle de notre galaxie, le pont éthéré entre les étoiles qui poursuit le cycle sans fin du renouvellement cosmique. Autour de la Voie lactée, loin à l'extérieur du disque brillant, se trouve un halo diffus d'étoiles anciennes, un halo stellaire qui sert de fossile vivant des premiers jours de la galaxie. À l'intérieur de ce halo orbitent des amas globulaires, qui sont parmi les plus anciennes structures survivantes de la galaxie. Les amas globulaires sont des essaims denses et sphériques d'étoiles, contenant des dizaines de milliers à des millions d'étoiles entassées dans une boule de quelques centaines d'années-lumière de diamètre. Environ 150 de ces amas sont connus dans notre galaxie, remplis d'étoiles qui se sont formées ensemble à l'aube de la Voie lactée, il y a plus de 12 milliards d'années. Si vous viviez sur une planète au sein d'un amas globulaire, votre ciel nocturne serait tapissé de milliers d'étoiles brillantes, beaucoup plus proches et plus brillantes que toutes celles que nous voyons de la Terre. Les amas se déplacent comme des satellites autour de la galaxie, souvent sur des orbites allongées ou inclinées. Les étoiles à l'intérieur des amas globulaires ont tendance à être extrêmement pauvres en métaux, ce qui indique leur grand âge. La distribution des amas globulaires a été l'indice qui a révélé pour la première fois la véritable étendue de la galaxie. Au début du XXe siècle, les astronomes ont remarqué que les amas globulaires ne sont pas centrés sur le Soleil, mais à peu près autour du Sagittaire, établissant que le Soleil est loin du centre galactique. La plupart des amas globulaires orbitent à moins de 100 000 années-lumière du centre, mais certains amas renégats s'éloignent encore plus.
Ces amas représentent probablement certains des éléments constitutifs à partir desquels la Voie lactée s'est développée, formés de fragments protogalactiques et de galaxies naines plus petites qui ont fusionné pour former le plus grand système. Certains amas globulaires pourraient être les noyaux de galaxies naines que la Voie lactée a déchirés il y a longtemps, comme Oméga Centauri, l'amas globulaire le plus brillant du ciel, qui est soupçonné d'être le noyau restant d'une petite galaxie que la Voie lactée a déchiquetée. Au-delà des amas, le halo contient des étoiles solitaires, pour la plupart âgées et sur des orbites excentriques, et des flux stellaires fantomatiques, de longs filaments d'étoiles répartis dans le ciel, qui sont les restes écrasés d'anciens amas globulaires ou de galaxies naines en cours d'assimilation, comme le flux du Sagittaire. En effet, les amas globulaires et les étoiles halo forment la couche la plus externe et la plus ancienne de notre galaxie, gardien de la mémoire qui orbite patiemment autour du centre. Bien que le halo soit faible, il s'agit d'une partie cruciale de la structure de la Voie lactée, l'enfermant dans une étreinte sphérique et fournissant, avec la matière noire, un échafaudage gravitationnel qui maintient la galaxie ensemble. Au-dessus et au-dessous du plan galactique, dans le faible halo, les amas globulaires orbitent sans être perturbés pendant des éons, comme d'anciennes sentinelles, et seront probablement parmi les dernières structures reconnaissables de notre galaxie. Malgré toutes les étoiles, le gaz et la poussière que nous voyons, la Voie lactée a un composant encore plus massif que nous ne pouvons pas voir du tout, la matière noire. Les observations suggèrent qu'environ 85% de la masse de la Voie lactée est constituée de matière noire, une substance qui n'émet pas, n'absorbe pas et ne réfléchit pas la lumière, connue uniquement pour son attraction gravitationnelle sur la matière visible. La matière noire forme un vaste halo, à peu près sphérique, qui enveloppe la Voie lactée, s'étendant bien au-delà du bord de la galaxie visible, peut-être plusieurs centaines de milliers d'années-lumière. Les premiers indices de matière noire dans la Voie lactée sont venus de l'étude de la façon dont les étoiles et le gaz se déplacent dans les régions externes de la galaxie. Au lieu d'orbiter plus lentement plus loin, comme on pourrait s'y attendre sur la base de la seule matière visible, les étoiles situées à la périphérie lointaine de la Voie lactée se déplaçaient aussi vite que les étoiles les plus proches, ce qui implique une énorme quantité de matière invisible qui s'étend au loin et exerce une attraction gravitationnelle. Nous en déduisons que la Voie lactée est entourée d'un énorme halo de matière noire qui pèse probablement plus lourd que toutes les étoiles d'un facteur 5 ou plus. Nous ne savons pas exactement de quoi il s'agit dans cette matière noire. Il n'est pas fait du même type de particules que nous, et ce n'est pas simplement un tas d'étoiles faibles, de planètes errantes ou de trous noirs. L'idée principale est que la matière noire est constituée d'un nouveau type de particules qui interagit si faiblement avec la matière normale et la lumière qu'elle entre à peine en collision ou émet des rayonnements. Les effets gravitationnels de la matière noire expliquent la courbe de rotation plate de la galaxie, les vitesses orbitales à peu près constantes des étoiles à différentes distances du centre. Si la masse était concentrée principalement dans les parties internes où se trouve la lumière, les vitesses orbitales devraient diminuer dans la galaxie externe, mais ce n'est pas le cas. Il reste grand, ce qui nous indique que la masse continue d'augmenter avec un rayon bien au-delà du disque visible, ce qui correspond à un halo sombre massif. La matière noire aide également à maintenir ensemble des structures externes faiblement liées et a permis à des galaxies comme la nôtre de se former dans l'univers primitif en fournissant des puits gravitationnels dans lesquels le gaz normal est ensuite tombé pour former des étoiles et des galaxies. D'autres indications de la présence de matière noire dans notre galaxie proviennent de la lentille gravitationnelle. La lumière des étoiles ou des galaxies lointaines est subtilement déviée lorsqu'elle traverse la Voie lactée et des mouvements des galaxies satellites. Toutes les sources de preuves indiquent que la matière noire est réelle et constitue la majeure partie de la masse de notre galaxie. Leur présence nous oblige à faire face au fait que la matière ordinaire dont nous sommes faits est une minorité de la masse de la Voie lactée. L'une des preuves les plus convaincantes de l'existence de la matière noire provient du tracé de la courbe de rotation de la Voie lactée, la vitesse à laquelle les objets orbitent autour du centre à différentes distances. La physique classique prédit que, au-delà de la majeure partie de la masse, les vitesses devraient diminuer, mais les astronomes ont constaté que les vitesses de rotation restaient élevées, à peu près constantes, bien au-delà du bord visible du disque. Cette courbe de rotation plate a défié les attentes et signifie que la masse à l'intérieur, disons, de 50 000 années-lumière est beaucoup plus grande que ce que les étoiles visibles seules fournissent. La courbe de rotation plate suggère que la masse de la Voie lactée continue de croître avec un rayon bien au-delà du disque visible. Historiquement, cette compréhension a émergé au milieu du XXe siècle, et à la fin du XXe siècle, il est devenu clair que de nombreuses spirales ont des courbes de rotation plates. La planéité de la courbe de rotation de notre galaxie est une pierre angulaire de l'hypothèse de la matière noire, preuve directe que la majeure partie de la masse de la Voie lactée n'est pas là où se trouve la lumière. Les étoiles et le gaz que nous voyons sont, en un sens, montés sur un carrousel massif dont l'étendue totale est beaucoup plus grande que la plateforme éclairée. Ce comportement constant soutient fortement un halo de matière noire étendue. Pour notre Voie lactée, la courbe de rotation s'aplatit déjà à quelques milliers d'années-lumière du centre et reste plate, avec de petites ondulations, pour autant que nous puissions les mesurer, indiquant que le halo de matière noire est répandu. En bref,
Les taux de rotation plats étonnamment élevés dans la Voie lactée externe étaient un indice fondamental que la majeure partie de la masse de la galaxie est invisible. La spirale lumineuse que nous voyons est en fait la partie émergée d'un iceberg. Le mouvement des étoiles est sous la direction gravitationnelle d'une vaste structure sombre, un halo invisible qui s'étend bien au-delà du disque écrasé. La Voie lactée ne s'est pas développée de manière isolée. Il a agi comme un prédateur cosmique, dévorant les petites galaxies qui s'approchaient trop près, un processus appelé cannibalisme galactique. Dans sa première jeunesse, la Voie lactée a probablement amalgamé plusieurs protogalaxies. Même plus récemment, il continue de dévorer ses petits voisins. Les preuves des fusions passées sont écrites sur les étoiles du halo et même sur le disque. Un exemple clair a émergé des données de l'Observatoire spatial Gaïa. Une grande population d'étoiles de halo se déplace selon un motif distinctif, suggérant qu'il y a environ 10 milliards d'années, une galaxie naine, surnommée Gaïa Encelade ou Gaïa Sauvage, a coulé dans la Voie lactée et a été déchirée, contribuant à une fraction substantielle de notre halo stellaire et gonflant même le disque pour créer le disque épais d'étoiles plus anciennes. Les habitudes cannibales de notre galaxie se poursuivent. Nous observons actuellement au moins 2 galaxies naines en train d'être dévorées, la plus importante étant la galaxie elliptique naine du Sagittaire, qui a déjà eu de multiples rencontres rapprochées avec la Voie lactée et est en train d'être étirée et déchirée, formant un vaste flux stellaire qui enveloppe la Voie lactée. Un autre exemple est la surdensité du Grand Chien, interprétée par certains comme les restes d'une galaxie naine consumée. Ces événements d'accrétion montrent qu'une partie de nos amas de Thalo et de nos étoiles se sont formés à l'origine en dehors de la Voie lactée, puis ont été capturés. En plus de ces repas passés et actuels, la Voie lactée entretient un entourage de galaxies satellites en orbite autour d'elle, et certaines d'entre elles sont destinées à être de futures collations, comme le Grand Nuage de Magellan, LMC, et le Petit Nuage de Magellan, SMC. Notre galaxie compte au moins quelques dizaines de satellites connus, et de nouvelles naines ultra faibles continuent d'être découvertes, la plupart d'entre elles extrêmement petites et fortement dominées par la matière noire. Le halo contient de multiples flux stellaires au-delà du flux du Sagittaire, des traces d'étoiles laissées par des fusions passées ou par des satellites en cours de démembrement. Le cannibalisme galactique est un thème commun dans l'univers. Les grandes galaxies grandissent en mangeant de petites. Dans un avenir grand, le prochain repas majeur de la Voie lactée ne sera pas une naine, mais presque une galaxie similaire, la galaxie d'Andromède. La grandeur actuelle de la Voie lactée est en partie le butin de son passé, dévorant les autres. Bien que cela semble violent, le cannibalisme galactique est une danse lente selon les normes humaines. La fusion des nuages de Magellan, par exemple, se déroulera sur des échelles de temps tout aussi longues. La Voie lactée est à la fois une entité unique et un amalgame forgé par les fusions incessantes de la gravité. L'histoire de la Voie lactée est en partie l'histoire de nombreuses petites galaxies qui se sont réunies. L'avenir de notre galaxie réserve un événement dramatique, une collision avec la galaxie d'Andromède M31, actuellement à environ 2,5 millions d'années-lumière et qui se dirige vers nous. Dans environ 4 milliards d'années, les disques des 2 galaxies commenceront à s'interpénétrer. Ce ne sera pas une collision comme celle de 2 boules de billard, car les galaxies sont pour la plupart de l'espace vide, donc leurs étoiles passeront presque toutes, mais l'interaction gravitationnelle sera profonde. Lors du passage initial, les disques de la Voie lactée et d'Andromède seront fortement déformés, avec de longues banderoles d'étoiles, queues de marée, lancées dans l'espace. Les nuages de gaz des 2 galaxies entreront en collision, comprimant et déclenchant une frénésie de formation de nouvelles étoiles. Après cette première collision, les 2 galaxies s'éloigneront probablement un peu, puis seront tirées vers l'arrière par la gravité, oscillant et s'entremêlant pendant quelques milliards d'années supplémentaires, jusqu'à ce que leurs noyaux fusionnent enfin et s'installent dans un système unifié. D'ici là, la Voie lactée et Andromède, telles que nous les connaissons, auront disparu, remplacées par une seule galaxie plus grande, souvent surnommée Milomède, qui sera probablement une galaxie elliptique ou un disque diffus géant. Pour tout observateur hypothétique à l'intérieur des galaxies pendant la fusion, ce ne serait pas nécessairement catastrophique en termes de collision stellaire, mais le ciel nocturne ne ressemblerait à rien de ce que les humains ont jamais vu, rempli de rivières tourbillonnantes d'étoiles, de nébuleuses brillantes et d'éclats de lumière. Si la Terre existe toujours, le Soleil lui-même pourrait être projeté dans une région différente de la nouvelle galaxie fusionnée. Un résultat certain de la fusion est l'interaction des 2 trous noirs supermassifs, qui finiront par fusionner en un trou noir encore plus massif au cœur de la nouvelle galaxie, libérant une explosion d'énergie en ondes gravitationnelles. D'un point de vue cosmique, la collision entre la Voie lactée et Andromède inaugurera une nouvelle ère dans le groupe local. Finalement, ce qui restera pourrait être une seule galaxie géante là où il y en avait autrefois beaucoup. Le spectacle pour toute créature faisant l'expérience des premiers stades de la fusion serait impressionnant. Après les feux d'artifice, la galaxie combinée finira par se calmer, devenant plus rouge à mesure que les jeunes étoiles bleues meurent et que peu de nouvelles les remplacent, car une grande partie du gaz aura été transformée en étoiles ou éjectée.
Cette collision future nous rappelle que le changement est la constante. Même la spirale majestueuse de la Voie lactée est transitoire dans le temps cosmique. La rivière argentée de la Voie lactée finira par fusionner avec la grande spirale d'Andromède, et ensemble, elles formeront une nouvelle galaxie plus grande. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'humanité, notre perception de la Voie lactée était limitée à ce que nos yeux peuvent voir. Mais la galaxie émet et absorbe un large spectre de rayonnement au-delà de l'optique. Les ondes radio ont été la première fenêtre au-delà de l'optique à s'ouvrir. La radioastronomie a cartographié la Voie lactée dans les moindres détails, en traçant les bras spiraux et en mesurant la rotation de la galaxie, même de la face cachée, en utilisant l'arrêt de 21 cm de l'hydrogène neutre. Sur les cartes radio, le disque de la Voie lactée est rempli de bras tourbillonnants d'hydrogène gazeux qui s'étendent bien au-delà du disque étoilé visible. En passant aux longueurs d'onde micro-ondes et millimétriques, nous pouvons cartographier le gaz moléculaire en détectant les transitions rotationnelles de molécules telles que le monoxyde de carbone, qui trace l'hydrogène moléculaire, montrant les concentrations de nuages moléculaires le long des bras spiraux et vers le centre. Les observations des micro-ondes ont également fourni des images du ciel entier de l'émission de poussière de la Voie lactée, qui brille faiblement dans l'infrarouge lointain et les micro-ondes. La lumière infrarouge offre une autre vue pénétrante, moins gênée par la poussière. Les observations infrarouges permettent de voir des étoiles de la face cachée de la galaxie qui sont complètement cachées des télescopes optiques, révélant clairement leur enflement et la barre centrale. Grâce à l'astronomie infrarouge, nous savons que la Voie lactée est une spirale barrée. La lumière ultraviolette met en évidence les jeunes étoiles chaudes et localise les endroits où la formation récente d'étoiles s'est produite, bien qu'elles soient principalement absorbées par la poussière et ne sondent pas facilement l'ensemble du disque. Les rayons X nous permettent de voir les processus à haute énergie et les gaz très chauds. Les observatoires de rayons X ont cartographié un fond diffus de rayons X émanant du plasma chaud dans le halo de notre galaxie et de l'émission combinée de nombreuses sources de rayons X faibles. La région du centre galactique en rayons X est particulièrement spectaculaire, révélant une lueur de gaz de plusieurs millions de degrés. Les télescopes à rayons X ont également catalogué de nombreuses sources ponctuelles de rayons X, principalement des étoiles à neutrons et des trous noirs dans des systèmes binaires. À des énergies encore plus élevées, les observations de rayons gamma ont révélé les phénomènes les plus énergétiques de la Voie lactée, tels que l'éclaircissement du plan dû à la collision des rayons cosmiques avec le gaz interstellaire et les bulles de Fermi, deux énormes lobes qui s'étendent à 50 000 années-lumière au-dessus et en dessous du centre. Probablement à cause d'une ancienne épidémie dans la région centrale. Au-delà des ondes électromagnétiques, nous avons d'autres messagers, les rayons cosmiques eux-mêmes, les neutrinos et maintenant les ondes gravitationnelles, qui ont ouvert une autre fenêtre. Tous ces moyens d'observation non visibles ont profondément élargi notre compréhension, nous permettant de cartographier des structures cachées, de détecter des composants inconnus et de comprendre des processus énergétiques sans signature optique. Ensemble, ces techniques présentent un portrait multi-ondes de la Voie lactée, une galaxie qui bourdonne d'activité sur tout le spectre. Depuis que les humains existent sous le ciel nocturne, la Voie lactée est une source d'émerveillement et d'histoire. Chaque culture l'a interprétée à travers son propre prisme. Le nom « Voie lactée » vient de l'ancien mythe grec où le lait renversé des rats formait la bande de lumière dans le ciel. Dans certaines parties de l'Europe de l'Est et de l'Asie centrale, les gens voyaient la Voie lactée comme une traînée de céréales ou de farine renversée. Un thème très courant dans le monde est une rivière céleste. Dans l'Inde ancienne, c'est Akash-Ganga, le Gange du ciel. Dans la loi traditionnelle chinoise, c'est la rivière d'argent, Yin, ou la rivière céleste, Tian, qui sépare deux amoureux, le tisserand et le cow-boy, les étoiles Vega et Altaïr, qui ne sont autorisés à se rencontrer qu'une fois par an. Les peuples nordiques voyaient souvent un chemin ou un chemin. Dans de nombreuses traditions finlandaises, estoniennes et sibériennes, c'était la voie des oiseaux, une observation que les oiseaux migrateurs semblent suivre la Voie lactée. Certaines nations amérindiennes l'ont également lié aux oiseaux, tandis que d'autres le considéraient comme la voie des âmes. Pour les Navajos, c'était Yikesdaï, le chemin des dieux ou le chemin des esprits. De nombreux peuples aborigènes australiens ont porté une attention particulière non seulement à la bande étoilée brillante, mais aussi aux taches sombres à l'intérieur, créant des constellations sombres à partir de l'absence d'étoiles, la plus célèbre étant l'émeu dans le ciel. Dans les Andes, les Incas ont également identifié des constellations de nuages sombres dans la Voie lactée, comme le Lama, Yakana. Dans l'Europe médiévale occidentale, on l'appelait parfois le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, car les pèlerins l'utilisaient comme guide céleste vers l'ouest. Ces mythes et ces noms soulignent une vérité. La Voie lactée nous a toujours fait nous sentir connectés à quelque chose de plus grand, qu'il soit interprété par la science ou l'histoire. L'explication scientifique ne diminue pas sa résonance culturelle. Si quoi que ce soit, ajoutez une autre couche. Debout sur Terre, regardant la Voie lactée, on ne peut s'empêcher de se sentir à la fois humble et élevé. Humble parce que nous reconnaissons que la Terre est un monde minuscule en orbite autour d'une étoile ordinaire dans la banlieue extérieure d'une vaste galaxie.
Élevée parce que nous faisons partie de cette immensité, que nous en sommes nés, que nous nous sommes connectés à elle et que nous sommes maintenant capables de la contempler. La prise de conscience que nous vivons à l'intérieur d'une galaxie, parmi des milliards d'autres, est relativement récente et a de profondes implications philosophiques. Cette perspective peut être profondément humiliante. Toute l'histoire de l'humanité s'est déroulée sur une petite planète rocheuse en orbite autour d'une étoile parmi des centaines de milliards. En même temps, la perspective galactique est stimulante et impressionnante. De cette immense galaxie, dans un petit monde, a émergé une forme de vie qui sait s'interroger et comprendre. Nous sommes faits de matériaux stellaires. Le fer dans notre sang, le calcium dans nos os, l'oxygène que nous respirons, ces atomes ont été forgés en étoiles qui ont vécu et sont mortes dans la Voie lactée bien avant la formation de la Terre. La Voie lactée soulève également l'une des grandes questions. Sommes-nous seuls? Avec des centaines de milliards d'étoiles et probablement des milliards de planètes, il semble peu probable que la vie, en particulier la vie intelligente, ait évolué ici seule. Savoir que nous vivons dans une galaxie change notre façon de voir le ciel nocturne. La compréhension scientifique ne diminue pas sa beauté ou son impact émotionnel, mais l'améliore plutôt. Il y a une leçon philosophique sur la façon dont nous déchiffrons la structure de la Voie lactée. Vivant à l'intérieur, beaucoup de choses nous étaient cachées. Il a fallu des générations d'observations attentives, de réflexion et d'imagination pour reconstituer la forme de la galaxie, témoignage de la curiosité et de l'ingéniosité humaine. La nature dynamique de la Voie lactée offre également une perspective sur l'impermanence et le changement. Au fur et à mesure que les galaxies évoluent, la Voie lactée mange des galaxies plus petites et finira par fusionner avec Andromède. Nous existons à une époque particulière où nous pouvons encore voir la structure en spirale de notre Voie lactée. Dans une future galaxie fusionnée, le ciel nocturne pourrait être très différent. En fin de compte, vivre dans une galaxie favorise une perspective cosmique, invitant à l'humilité, à la curiosité et au respect, nous rappelant que nous faisons partie d'une histoire bien plus grande que nous-mêmes. Imaginez une nuit claire, sans lune, loin des lumières de la ville. Au-dessus de vous s'arque la bande lumineuse de la Voie lactée. Cette lueur brumeuse n'est plus un mystère. Vous savez que c'est la lumière collective de milliards de soleils lointains, la vue de bord de notre galaxie spirale de l'intérieur. Vous reconnaissez les taches sombres comme de la poussière interstellaire et vous vous souvenez que derrière elles se trouvent encore plus d'étoiles. La connaissance n'a pas diminué la beauté du ciel nocturne. Au contraire, cela l'a enrichi. Vous ressentez les couches de sens, en vous rappelant que chaque atome de votre corps provient des étoiles de cette galaxie. La bande de lumière au-dessus est à la fois le fleuve des mythes et la grande réalité de notre univers insulaire. Pensez à tous les voyages qui se déroulent au-delà de votre vue, aux étoiles en orbite autour du centre depuis des millions d'années, peut-être à des mondes lointains avec leurs propres observateurs qui nous regardent. Le ciel nous unit à travers le temps, d'innombrables générations se sont arrêtées ici, tout comme vous, pour admirer la Voie lactée. Dans l'immobilité, vous ressentez quelque chose de transcendant. La Voie lactée au-dessus, avec ses millions de soleils, met nos vies en perspective, mais les illumine aussi de sens. Avant de voguer parmi les étoiles, il faut d'abord sentir la forme du navire qui nous transporte. La Voie lactée, dans toute sa splendeur, est construite sur une architecture invisible. Pour répondre à ce qui soutient cette ville étoilée, nous nous aventurons au-delà du visible, dans un royaume de gravité et de matière fantomatique. L'architecture invisible qui sous-tend la galaxie. Imaginez un vaste échafaudage sombre tissé à partir de quelque chose que nous ne pouvons ni toucher ni voir. Un réseau de gravité moulé par une substance mystérieuse connue sous le nom de matière noire. Si nous pouvions mettre des lunettes magiques pour voir la masse au lieu de la lumière, nous verrions un gigantesque halo enveloppant la Voie lactée, un nuage à peu près sphérique qui s'étend bien au-delà du disque brillant de la galaxie. À la périphérie de la galaxie, des étoiles et des nuages de gaz tourbillonnent autour du centre à des vitesses étonnantes. La logique veut qu'ils s'envolent, mais ils restent liés, comme s'ils étaient liés par des fils fantômes, l'emprise gravitationnelle de la matière noire. Ce halo invisible s'étend sur des centaines de milliers d'années-lumière au-delà du bord de la Voie lactée visible, pesant plus lourd que toutes les étoiles que nous voyons, peut-être 5 à 10 fois plus. Mais la matière noire n'est pas le seul composant. La gravité elle-même est l'architecte qui façonne la matière en structure, sculptant les premiers contours de notre galaxie et orchestrant les fusions de protogalaxies plus petites. L'espace entre les galaxies est sillonné par des filaments de matière noire qui forment une toile cosmique, et notre Voie lactée vit à l'intersection de ces filaments, à travers lesquels des amas de matière s'écoulent vers l'intérieur. Fermez les yeux et imaginez la Voie lactée non seulement comme des étoiles, mais comme une énorme présence gravitationnelle. L'architecture invisible nous rappelle que la chose la plus importante est généralement cachée. Maintenant que nous percevons l'échafaudage caché, regardons l'anatomie de la Voie lactée. Si nous pouvions nous élever au-dessus du disque et regarder vers le bas de loin, nous verrions une galaxie spirale, un disque plat d'étoiles et de gaz avec des bras gracieux s'enroulant vers l'extérieur à partir d'une région centrale brillante. Au centre se trouve le renflement galactique,
un centre arrondi d'étoiles, la plupart vieilles et de couleur ambrée, certaines presque aussi vieilles que l'univers lui-même. La Voie lactée a une barre centrale, une longue concentration horizontale d'étoiles qui traverse le noyau, avec le renflement enroulé autour de celui-ci. S'étendant vers l'extérieur du bulbe se trouvent les bras spiraux, plusieurs bras qui se courbent comme des tourbillons, chacun étant une région de densité plus élevée où le gaz se comprime et où de nouvelles étoiles s'enflamment, illuminant les bras de soleil chauds et jeunes qui brillent d'un blanc bleuâtre et de nébuleuses qui marquent les pouponnières où naissent les étoiles. Notre système solaire est actuellement niché dans l'éperon d'Orion, un bras plus petit, à environ 27 000 années-lumière du centre galactique. Le disque lui-même, qui contient les bras spiraux, est un plan large et mince d'étoiles, de gaz et de poussière, d'environ 100 000 années-lumière de diamètre, mais seulement d'environ 1000 années-lumière d'épaisseur, beaucoup plus mince qu'une crêpe en proportion. À l'intérieur de ce disque, les étoiles orbitent autour du centre selon des trajectoires presque circulaires. Il y a un disque mince qui contient la plupart des jeunes étoiles, du gaz et de la poussière, et un disque épais d'étoiles plus anciennes qui s'étend un peu plus loin au-dessus et au-dessous du plan. Autour de tout cela se trouve le halo stellaire, une distribution sphérique d'étoiles et d'amas anciens qui enveloppe le disque et le renflement, s'étendant bien au-delà du disque et se fondant dans l'obscurité. Ce halo stellaire n'est que la pointe visible d'un halo de matière noire beaucoup plus grand. D'un point de vue, nous verrions le renflement au centre, le disque mince et brillant qui s'étend à partir de celui-ci, le disque épais plus faible et plus large gonflé autour de lui, et le tout entouré d'un faible halo d'étoiles anciennes et d'amas globulaires. Dans le cadre de ce grand dessin, il faut environ 250 millions d'années à notre Soleil pour effectuer une orbite autour du centre galactique, une année galactique. L'anatomie de la Voie lactée n'est pas rigide. Il s'agit d'une structure vivante, avec des bras qui sont un motif mobile et un disque qui peut onduler en raison des interactions gravitationnelles. De notre point de vue sur Terre, à l'intérieur du disque, nous voyons la Voie lactée comme cette bande brumeuse à travers le ciel, notre vue chantante à travers le disque. Les taches sombres que nous voyons sont des nébuleuses sombres qui se découpent sur le fond étoilé. Des missions comme Gaïa ont mesuré les positions et les mouvements précis de plus d'1 milliard d'étoiles, ce qui nous a permis de cartographier la structure de la Voie lactée avec une précision sans précédent. Chaque point de lumière de la Voie lactée est une étoile avec sa propre histoire. Les étoiles de population I, comme notre Soleil, sont relativement plus jeunes et riches en éléments lourds, résidant dans le disque, en particulier dans les bras spiraux. Les étoiles de population II sont anciennes, pauvres en métaux et habitent le renflement et le halo. L'évolution stellaire est à la vue de tous. Les bras spiraux sont parsemés de pouponnières stellaires où des nuages moléculaires géants s'effondrent pour former des amas de proto-étoiles et d'étoiles nouveau-nées, comme dans la nébuleuse d'Orion. Ces étoiles nouveau-nées souvent chaudes, massives et d'un blanc bleuâtre, vivent des vies courtes et brillantes avant de consommer leur carburant. Les étoiles de masse intermédiaire, comme notre Soleil, vivent des milliards d'années, finissant par se transformer en géantes rouges avant de perdre leur couche externe. Les étoiles de masse élevée épuisent leur carburant en seulement des millions d'années, se transformant en supergéantes comme Bételgeuse avant d'exploser en supernova, répandant des éléments lourds et laissant derrière elles des étoiles à neutrons ou des trous noirs. Les étoiles de faible masse, en particulier les naines rouges, vivent incroyablement longtemps et lentement. Ce cycle de naissance, de vie et de mort stellaire enrichit progressivement la galaxie avec des éléments plus lourds, permettant la formation de planètes rocheuses comme la Terre. La Voie lactée classe ces étoiles par emplacement. Vieilles étoiles de population 2 dans le halo, étoiles anciennes mais légèrement plus enrichies dans le renflement, et des étoiles couvrant une gamme d'âge et de métallicité plus élevée dans le disque mince, les étoiles à disque épais étant plus anciennes et plus faibles en éléments lourds, peut-être d'une fusion ancienne. Le taux actuel de formation d'étoiles de la galaxie est de quelques masses solaires par an. La composition chimique des étoiles révèle leur origine et l'histoire de la galaxie, un processus appelé évolution chimique. La Voie lactée est un écosystème dynamique et évolutif d'étoiles, une société stellaire qui englobe toutes les étapes de l'existence. Entre les étoiles se trouve le milieu interstellaire, un mélange diffus de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, et de poussière, de minuscules grains solides. Bien qu'extrêmement ténu, le gaz constitue une fraction importante de la matière normale de la galaxie, et la poussière, bien qu'elle ne représente que 1% de la masse du milieu interstellaire, bloque et diffuse efficacement la lumière, créant les fissures sombres de la Voie lactée. Le gaz et la poussière se rejoignent souvent en bras spiraux, formant des nuages moléculaires géants, berceaux d'étoiles, comme la nébuleuse d'Orion. Au sein de ces nuages glaciaux et denses, la gravité initie la formation d'étoiles. Lorsque de nouvelles étoiles s'allument, leur rayonnement et leur vent stellaire se dispersent et sculptent le gaz, créant des régions HI brillantes. Le milieu interstellaire existe également sous forme de gaz chaud et diffus et de bulles chaudes ionisées en supernova. Dans les nuages froids, les grains de poussière catalysent la formation de molécules complexes, y compris les précurseurs d'acides aminés. La poussière, tout en obscurcissant notre vue de la Voie lactée pendant des siècles,
a également facilité la formation d'étoiles et de planètes. Aujourd'hui, en observant dans les longueurs d'onde infrarouges et radio, nous pouvons pénétrer le voile de poussière pour cartographier la distribution des gaz et la structure des bras spiraux. Le gaz relie également la Voie lactée à son environnement, avec des courants comme le courant de Magellan qui alimente notre halo avec de la matière fraîche provenant de galaxies satellites. La poussière peut créer des nébuleuses par réflexion, comme autour des Pléiades, et provoquer le rougissement des étoiles lointaines. Le milieu interstellaire est le souffle de la galaxie, sa substance de création et de changement, la mémoire de son passé et le ventre de son avenir. Vers la constellation du Sagittaire, caché derrière des étendues de poussière, se trouve le centre galactique, un lieu d'extrême où la densité des étoiles augmente considérablement. Dans le même noyau réside Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'environ 4 millions de masses solaires. Les étoiles les plus proches de lui tournent à des vitesses allant jusqu'à un petit pourcentage de la vitesse de la lumière, ce qui fournit des preuves solides de son existence. Actuellement, Sagittarius à astérisque est relativement calme, consommant modestement de petits nuages de gaz ou d'astéroïdes, ce qui entraîne des éruptions occasionnelles de rayons X et d'infrarouge. Autour du trou noir se trouve un disque tourbillonnant de gaz et de poussière, des amas d'étoiles massifs et de nombreux pulsars et binaires à rayons X. Dans la zone moléculaire centrale, à quelques centaines d'années-lumière du centre, la densité du gaz augmente, avec des nuages moléculaires massifs tourbillonnant autour. L'une des caractéristiques à grande échelle les plus notables liées au centre galactique sont les bulles de Fermi, deux énormes lobes d'émission de haute énergie qui s'étendent au-dessus et au-dessous du plan de la galaxie, preuve probable d'un événement énergétique au centre de la Voie lactée il y a quelques millions d'années. En 2022, la collaboration Event Horizon Telescope nous a donné notre première image de Sagittarius à astérisque, un anneau d'émission radio autour d'un centre sombre, l'ombre du trou noir. Le centre galactique est un lieu paradoxal. La concentration d'étoiles la plus brillante est le foyer de l'objet le plus sombre, un endroit où le temps et l'espace sont déformés, mais à partir duquel la structure spirale de notre galaxie se déploie gracieusement. L'une des façons les plus révélatrices de comprendre une galaxie est d'étudier sa courbe de rotation, le graphique de la vitesse orbitale en fonction du rayon. Au lieu de diminuer avec la distance comme prévu, les vitesses de rotation de la Voie lactée restent à peu près constantes ou plates jusqu'à de grands rayons, une observation clé qui a conduit au concept de matière noire. Cette matière invisible doit s'étendre bien au-delà du disque visible, fournissant l'attraction gravitationnelle pour maintenir ces étoiles extérieures en mouvement rapide sans qu'elles ne s'envolent. La courbe de rotation de la Voie lactée n'est pas parfaitement plate, présente des renflements et des ondulations subtiles, mais reste généralement beaucoup plus élevée à de grands rayons qu'une galaxie de matière visible ne le permettrait. Historiquement, la mesure de la courbe de rotation était difficile depuis l'intérieur du disque, mais les astronomes utilisaient les émissions radio d'hydrogène pour déduire les vitesses orbitales. La rotation de la galaxie est la raison pour laquelle la Voie lactée a conservé une forme de disque et est également intimement liée à la structure spirale, car les bras sont des modèles de densité à travers lesquels les étoiles et le gaz se déplacent. Nous sommes tous des passagers du vaisseau spatial appelé le système solaire, naviguant à travers la Voie lactée à une vitesse vertigineuse. La courbe de rotation est comme lire le journal intime de la galaxie dans un langage de mouvement, révélant l'architecture invisible de la matière noire. Enveloppant la Voie lactée comme un cocon se trouve le halo de matière noire, un composant vaste et énigmatique qui s'étend bien au-delà de la galaxie visible, représentant environ 90% de la masse totale de la Voie lactée. Ce halo s'est probablement formé tôt, à partir de graines de matière noire qui ont attiré le gaz, qui a ensuite formé les étoiles et le disque. Le halo pourrait avoir des sous-structures, telles que des amas ou des sous-halos de matière noire. Sa forme peut être légèrement aplatie ou allongée. À l'intérieur de ce halo de matière noire se trouve une petite population de choses visibles, étoiles de halo, amas globulaires et galaxies satellites. Le halo de matière noire est le berceau gravitationnel de notre galaxie, maintenant tout ensemble et dictant l'issue des interactions cosmiques. Il pourrait également servir de réservoir de la galaxie, piégeant la matière entrante qui peut lentement se refroidir et pleuvoir sur le disque, alimentant ainsi la formation de nouvelles étoiles. Le halo de matière noire s'est probablement développé en dévorant de nombreux plus petits, un festin invisible qui laisse derrière lui des miettes de flux stellaire comme seule preuve visible. D'un point de vue philosophique, le halo de matière noire nous rappelle qu'une grande partie de la réalité pourrait être cachée à la vue directe. Le halo étant très loin l'influence de la Voie lactée, rendant flou le concept de l'endroit où la Voie lactée se termine. Certains le définissent comme l'endroit où la densité de la matière noire fusionne avec le fond général de l'espace, peut-être 300 000 années-lumière ou plus. Il est intéressant de noter que les halos de matière noire de la Voie lactée et d'Andromède pourraient déjà se toucher ou se chevaucher. Dans le halo de la Voie lactée, nous trouvons des étoiles disposées en longs filaments arqués, des courants stellaires, qui sont les restes de petites galaxies ou d'amas d'étoiles déchirées par les forces de marée de la Voie lactée, preuve du cannibalisme galactique.
Un exemple célèbre est le courant Sagittaire, de la galaxie sphéroïdale naine du Sagittaire, qui est en train de fusionner avec la Voie lactée depuis des milliards d'années, ces étoiles formant maintenant une énorme structure entourant le halo galactique. D'autres exemples incluent le courant GD1 et le courant Palomar 5. L'un des événements les plus importants a été une collision il y a environ 8 à 11 milliards d'années avec une galaxie naine appelée Gaïa Encelade, ou Tekel de Gaïa, qui a contribué à de nombreuses étoiles du halo et a gonflé l'épais disque de la Voie lactée. Le cannibalisme galactique est courant. Les grandes galaxies se développent par des fusions hiérarchiques. Même le grand nuage de Magellan, LMC, et le petit nuage de Magellan, SMC, sont destinés à ce destin, fusionnant probablement avec la Voie lactée dans quelques milliards d'années. Bien que cela semble destructeur, chaque fusion apporte de nouveaux matériaux, peut stimuler la formation d'étoiles et ajoute une richesse généalogique à la Voie lactée, ce qui en fait un creuset d'étoiles de différentes lignées. Les flux stellaires sont transitoires, au fil du temps, ils s'estomperont dans l'arrière-plan général du halo. La Voie lactée est accompagnée d'un essaim de galaxies satellites plus petites. Les deux plus célèbres, visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud, sont le grand nuage de Magellan, LMC, et le petit nuage de Magellan, SMC. Le LMC, à environ 163 000 années-lumière, contient environ 30 milliards d'étoiles, tandis que le SMC, à environ 200 000 années-lumière, en a peut-être quelques milliards. Ces deux-là sont probablement une paire conjointe et ont orbité ensemble autour de la Voie lactée, riche en gaz et formant encore des étoiles, avec des nébuleuses vibrantes telles que la nébuleuse de la Tarentule dans le LMC. Au-delà des nuages, la Voie lactée possède des dizaines de galaxies naines sphéroïdales comme des satellites, des objets faibles et diffus dispersés dans le halo, dont beaucoup n'ont été découverts que récemment, avec des noms tels que Draco, Ursa Minor, Sculptor et de nombreux nains ultra faibles. Ces naines n'ont généralement que quelques millions d'étoiles et sont fortement dominées par la matière noire, avec des populations stellaires très anciennes. Le nombre de satellites connus est de l'ordre de 50 à 60, et il continue de croître à mesure que nous trouvons des satellites plus faibles. La danse gravitationnelle entre la Voie lactée et ses satellites peut avoir des effets. On pense que le LMC en est à sa première approche et pourrait faire vaciller légèrement notre galaxie. Chaque galaxie satellite est comme un chapitre de l'histoire de la Voie lactée. Certains pourraient être de futurs repas, d'autres pourraient simplement rester indéfiniment en tant que satellites. Les galaxies satellites nous rappellent l'échelle et le fait que la plupart des galaxies de l'univers sont en fait ces minuscules naines. Culturellement, les nuages de Magellan étaient connus des peuples de l'hémisphère sud depuis des millénaires avant que les explorateurs européens ne les remarquent. L'une des galaxies satellites naines les plus proches est la surdensité du Grand Chien, qui pourrait être le cœur d'une galaxie naine en fusion à seulement 25 000 années-lumière du centre. Dans le futur cosmique, après la fusion d'Andromède, il est probable que beaucoup de ces satellites actuels feront partie de la grande galaxie elliptique ou seront éjectés. Cachés dans l'obscurité se trouvent les cadavres d'étoiles. Naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs, les dernières étapes de l'évolution stellaire. Les naines blanches sont les noyaux exposés d'étoiles de masse faible à moyenne telles que le Soleil. Notre galaxie regorge de milliards d'entre eux, se refroidissant et s'estompant tranquillement avec le temps. Les étoiles à neutrons sont les noyaux effondrés d'étoiles massives qui ont subi une supernova, emballant plus de masse que le Soleil dans une sphère d'environ 20 km de diamètre. Il y en a probablement des centaines de millions dans la galaxie, dont beaucoup sont observés sous forme de pulsars. Mis à part le trou supermassif au centre, la Voie lactée est criblée de trous noirs de masse stellaire, formés par l'effondrement d'étoiles très massives, peut-être des dizaines de millions d'entre elles, généralement de 5 à 15 fois la masse du Soleil, invisibles à moins qu'elles n'accrètent activement du gaz d'une étoile compagnon dans une binaire à rayon X. Ces vestiges forment une sorte de sous-structure invisible dans la Voie lactée. Il existe également des phénomènes tels que les supernovas de type Ia, naines blanches explosives, les pulsars millisecondes, anciennes étoiles à neutrons accélérées par accrétion binaire, et la possibilité de fusion de trous noirs ou d'étoiles à neutrons qui libèrent des ondes gravitationnelles et des éléments lourds. La Voie lactée connaît une supernova environ une fois par siècle, bien que cela fasse un moment qu'une supernova n'a pas été vue à l'œil nu. La distribution des restes reflète l'endroit où leurs étoiles parentes ont vécu et sont mortes, et certaines sont éjectées à grande vitesse par des explosions de supernovas. Philosophiquement, l'existence de ces vestiges est un rappel de la mortalité et de la mémoire. La Voie lactée emporte ses morts avec elle. Ces vestiges sont également des indications de ce que la galaxie deviendra dans un avenir lointain, très lointain. Un cimetière sans nouvelles étoiles, seulement des fantômes qui s'estompent lentement. Mais avant cet évanouissement final, un événement dramatique les attend. La collision avec Andromède M31 dans environ 4 milliards d'années. Andromède, actuellement à 2,5 millions d'années-lumière, s'approche de nous. Au fur et à mesure qu'il se rapproche, il remplira une bonne partie du ciel. Au fur et à mesure que les deux galaxies se rapprochent, leurs interactions gravitationnelles commenceront à les perturber,
avec des queues de marée d'étoiles projetées dans l'espace et des rafales de formation d'étoiles lorsque les nuages de gaz entrent en collision. Les trous noirs au centre de chaque galaxie finiront par fusionner en un trou noir encore plus massif, rayonnant des ondes gravitationnelles. Au cours de quelques milliards d'années de phases alternées et de coalescence, les motifs spiralés ordonnés se dissoudront, et ce qui émergera sera probablement une galaxie elliptique géante, surnommée Milcomda. Pour n'importe quel être à cette époque, le ciel nocturne serait chaotique mais spectaculaire. La collision n'est pas quelque chose à craindre à l'échelle du temps humain. Il s'agit d'un point culminant dramatique dans l'histoire de notre galaxie, transformant fondamentalement son identité. La fusion apportera également probablement l'entourage de satellites d'Andromède et le nôtre, les mélangeant tous. Le ciel nocturne pendant la fusion aura probablement beaucoup plus d'étoiles brillantes en raison des sursauts d'étoiles. Une fois la poussière retombée, la nouvelle galaxie combinée brillera pendant des milliards d'années avant d'entrer dans un long âge sombre. La connaissance de cet événement futur est l'une des merveilles de l'astronomie moderne, un rappel que le changement est la constante, même pour les galaxies. La Voie lactée n'est pas seulement une collection monolithique d'étoiles nées en même temps. Il s'agit d'une tapisserie stratifiée tissée sur des milliards d'années. Chaque composant de notre galaxie, le halo, le renflement, le disque épais, le disque mince, les bras spiraux, contient des étoiles d'âge et de composition différents, racontant l'histoire de la croissance et du changement de la galaxie. En étudiant les propriétés des étoiles, les astronomes peuvent lire cette histoire cosmique enregistrée dans leur composition lumineuse et élémentaire. Une différence notable est entre les étoiles du halo et celles du disque. Le halo, ce nuage sphérique dispersé d'étoiles qui enveloppe la galaxie, est peuplé d'étoiles extrêmement anciennes, dont beaucoup se sont formées lorsque l'univers lui-même était jeune. Ces étoiles halo orbitent autour du centre galactique selon des trajectoires excentriques et inclinées, souvent à des angles étranges par rapport à la rotation ordonnée du disque. Ce sont des reliques de l'enfance de la Voie lactée, certaines âgées de près de 13 milliards d'années, presque aussi vieilles que l'univers. Ils ne contiennent généralement que de minuscules traces d'éléments plus lourds que l'hélium. En termes d'astronomiques, ils sont pauvres en métaux, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas encore assez de générations d'étoiles pour forger des éléments lourds abondants. Lorsque nous examinons la lumière d'une ancienne étoile de halo, nous constatons qu'elle est composée presque uniquement d'hydrogène primordial et d'hélium, avec seulement un léger assaisonnement d'éléments plus lourds tels que l'oxygène, le carbone ou le fer. Cela nous indique que ces étoiles se sont formées avant que les éléments plus lourds ne deviennent courants, avant que les explosions de supernovas n'aient enrichi la galaxie. En revanche, le disque de la galaxie, en particulier le disque mince où réside le Soleil, est dominé par des étoiles plus jeunes qui suivent des orbites presque circulaires dans le plan galactique. Ces étoiles, comme notre Soleil, sont comparativement riches en métaux. Ils ont des proportions nettement plus élevées d'éléments lourds. Le Soleil, par exemple, contient environ 2% d'éléments plus lourds que l'hélium, une quantité apparemment petite mais immensément plus grande que les étoiles les plus anciennes du halo. Ces 2% comprennent tout le fer, le silicium, le carbone et l'oxygène qui composent notre planète et notre corps. C'est un cadeau des générations précédentes de stars. Les étoiles du disque vont de quelques milliards d'années à des étoiles nouveau-nées qui illuminent encore leur nébuleuse natale. À chaque génération successive, la lumière des étoiles a lentement coloré la galaxie avec une palette d'éléments plus riches. Les étoiles massives vivent peu de temps et meurent en supernova, ensemençant le gaz environnant avec les éléments lourds forgés dans leur noyau. Plus tard, de nouvelles étoiles se condensent à partir de ce gaz enrichi, héritant des éléments lourds. Couche par couche, la matière de la galaxie s'est transformée de l'hydrogène et de l'hélium vierge en un mélange complexe que nous voyons aujourd'hui, capable de former des planètes et de la vie, ainsi que le sol de la Terre. À l'intérieur du disque lui-même, les astronomes distinguent un disque épais et un disque mince, deux générations d'étoiles superposées. Le disque mince est le plan plat de la formation d'étoiles actives et des jeunes amas, s'étendant sur quelques centaines d'années-lumière d'épaisseur. Le disque épais est un composant plus diffus, étendu verticalement, de quelques milliers d'années-lumière d'épaisseur, composé d'étoiles plus anciennes avec des âges intermédiaires, peut-être 8 à 12 milliards d'années, et une teneur intermédiaire en métaux. Ces étoiles à disque épais se sont probablement formées au début de l'histoire de la Voie lactée, ou elles pourraient même être des étoiles immigrantes, des étoiles d'une galaxie plus petite qui a fusionné avec la nôtre il y a longtemps. En fait, les preuves suggèrent qu'il y a environ 10 milliards d'années, la jeune Voie lactée est entrée en collision avec une galaxie naine, projetant de nombreuses étoiles sur des orbites sauvages et gonflant le disque. Cet événement pourrait expliquer pourquoi les étoiles du disque épais ont des abondances d'éléments lourds un peu plus faibles et des orbites plus raides par rapport aux étoiles du disque mince. C'est comme si une collision cosmique dans la jeunesse de notre galaxie avait remué la marmite, mélangeant de nouveaux ingrédients et laissant derrière elle une couche plus épaisse et plus ancienne avant que la galaxie ne s'installe dans le mode de formation d'étoiles plus silencieux du disque mince.
Le renflement au centre galactique contient également des indices du passé. Les étoiles du bulbe sont généralement vieilles et riches en métaux, mais pas aussi pauvres en métaux que le halo. Ils se sont probablement formés dans les premières années de la galaxie ou lors de fusions ultérieures, attirés vers le noyau par la gravité. Certaines étoiles du bulbe présentent des motifs élémentaires qui suggèrent qu'elles se sont formées rapidement lors d'un sursaut d'étoiles précoces. D'autres pourraient provenir de galaxies naines cannibalisées par la Voie lactée, leurs étoiles étant projetées sur des orbites proches du centre. Le renflement est comme un tel archéologique, un monticule de populations stellaires mixtes de différentes époques, densément entassées entre les deux. Dans les amas globulaires flottant dans le halo, nous trouvons certains des exemples les plus purs d'étoiles anciennes, des groupes étroitement liés, tous nés ensemble il y a plus de 12 milliards d'années. Chaque amas est un instantané de la jeunesse de la galaxie. Un amas globulaire peut contenir des étoiles si vieilles et chimiquement vierges qu'elles préservent les conditions de l'univers primitif. Un autre amas pourrait avoir plusieurs générations d'étoiles, suggérant un enrichissement chimique interne même à cette époque. En disséquant la lumière des étoiles des amas globulaires, les astronomes ont découvert des différences subtiles dans leur chimie, qui forment ensemble une chronologie d'enrichissement au sein de l'amas lui-même. Il s'agit d'un microcosme de l'histoire de la plus grande galaxie. Ensemble, les populations stellaires de la Voie lactée forment une stratigraphie cosmique, comme des couches de roches dans un canyon, chaque couche racontant une époque différente. Le halo et les amas globulaires parlent de l'enfance de la galaxie, de son premier assemblage et de l'émergence des étoiles et des amas initiaux du gaz primordial. Le disque épais parle de l'adolescence, des périodes turbulentes de fusion et de formation rapide d'étoiles, accumulant des éléments lourds. Le disque mince et les bras spiraux racontent l'histoire continue, les temps plus calmes de la naissance continue des étoiles, forgeant de nouvelles étoiles à partir de gaz enrichis par toutes les générations précédentes. Et c'est dans ces nouvelles étoiles et leurs planètes que se trouvent les germes des histoires futures. Notre Soleil fait partie de ces derniers chapitres, né il y a environ 4,6 milliards d'années à partir de gaz déjà riches dans les cendres d'étoiles anciennes. Dans sa composition se trouve l'héritage d'innombrables supernovas et de milliards d'années d'alchimie cosmique. Ainsi, chaque étoile porte un souvenir du moment et de l'endroit où elle s'est formée. En décodant ces souvenirs, le mouvement d'une étoile et les empreintes digitales élémentaires de son spectre, nous pouvons retracer la lignée de différents groupes d'étoiles. Nous voyons que la Voie lactée s'est développée en tant qu'organisme vivant, ajoutant de la matière, se mélangeant et mûrissant au fil du temps. Il s'agit d'un processus continu. Même maintenant, de nouvelles étoiles avec une teneur en éléments lourds encore plus élevée sont en train de naître, ajoutant une nouvelle couche au-dessus de l'ancienne. La galaxie que nous habitons aujourd'hui est la somme de toutes ces époques. Nous marchons côte à côte sous un ciel d'étoiles anciennes et jeunes, de fossiles cosmiques et de phares frais. L'histoire stratifiée de la Voie lactée nous rappelle que notre galaxie est une entité dynamique et évolutive, et que notre existence même dépend de cette longue histoire de naissance et de mort stellaire qui a accumulé les éléments de la vie. Nous sommes, littéralement, les enfants des étoiles des générations passées, les héritiers d'une galaxie en devenir depuis des milliards d'années. En approfondissant le processus de naissance des étoiles, les vastes nuages de gaz et de poussière, des nuages moléculaires géants, ont souvent des dizaines à des centaines d'années-lumière de diamètre et contiennent des milliers de fois la masse du Soleil en hydrogène gazeux froid mélangé à de la poussière cosmique. Dans leur état normal, ils sont sombres et ternes, effaçant les étoiles derrière eux comme des silhouettes fraîches. Mais à l'intérieur, la gravité fonctionne silencieusement pendant des millions d'années, rassemblant des amas de matériaux jusqu'à ce que, dans certaines régions, le nuage ne puisse plus supporter son propre poids et qu'un lent effondrement commence. Ce qui commence comme un nuage froid et diffus de molécules et de poussière commence à se fragmenter et à tomber vers l'intérieur en nœuds plus denses. Lorsqu'un nœud s'effondre, il se réchauffe et tourne plus vite, une étoile nouveau-née en devenir. Dans les profondeurs d'une telle proto-étoile en train de s'effondrer, les températures augmentent jusqu'à ce que les atomes d'hydrogène commencent à fusionner en hélium. Lorsque ce moment arrive, une nouvelle étoile s'allume, brillante d'un feu nucléaire. Souvent, ce n'est pas une seule étoile qui se forme, mais des dizaines ou des centaines. La gravité a tendance à créer de nombreux noyaux à partir d'un nuage, produisant un amas de frères et sœurs. Ces étoiles naissantes sont d'abord cachées par leur cocon de poussière natale, mais leur radiation et leur vent stellaire balaient rapidement les voiles environnants. Lorsque les rideaux sont levés, nous voyons les résultats. De jeunes amas d'étoiles chaudes et le reste des nuages sculptés en forme fantastique par l'énergie de leur naissance. Les lieux de formation récente d'étoiles sont annoncés par des nébuleuses, des nuages brillants de gaz ionisé. Les étoiles massives nouveau-nées, souvent de type spectral O ou B, émettent une lumière ultraviolette intense qui ionise l'hydrogène dans le nuage environnant, le faisant briller dans des teintes roses et rouges. Ces régions, appelées régions HII, prononcées H2, marquent les pépinières où les étoiles viennent de se former. L'un des exemples les plus proches est la nébuleuse d'Orion, visible sous la forme d'une petite tache floue sur l'épée d'Orion.
Dans cette nébuleuse, un amas de centaines de jeunes étoiles, âgées d'1 million d'années ou moins, illumine le gaz qui les entoure, créant un nuage brillant visible même dans les petits télescopes. À l'intérieur de la nébuleuse, on peut observer des zones où le gaz est sculpté par le rayonnement stellaire, des cavités et des crêtes autour de l'amas central brillant connu sous le nom de trapèze. La nébuleuse d'Orion est essentiellement une éruption stellaire dans notre voisinage cosmique, à seulement 1300 années-lumière, nous donnant une vue aux premières loges de la naissance des étoiles en action. Dans toute la Voie lactée, en particulier le long des bras spiraux, les pépinières similaires abondent. La nébuleuse de l'Aigle, par exemple, contient les célèbres piliers de la création, d'imposantes colonnes de gaz et de poussière de plusieurs années-lumière de haut, érodées par la lumière féroce et les vents des étoiles naissantes à proximité. À l'intérieur de ces piliers poussiéreux, de nouvelles étoiles se préparent, à l'abri des radiations extérieures, jusqu'à ce qu'elles deviennent assez grandes pour émerger. Les extrémités des piliers brillent là où les étoiles naissantes à l'intérieur chauffent et ionisent le gaz. Finalement, les piliers seront complètement balayés, révélant la couvée stellaire qu'ils cachaient autrefois. De telles images capturent un moment dans un cycle continu. Un nuage donne naissance à des étoiles, et ces étoiles dispersent ensuite le nuage restant. Dans ces pouponnières stellaires, la scène est généralement chaotique. Des proto-étoiles tirant des jets bipolaires à travers le gaz environnant, des disques de matière se formant autour de jeunes étoiles, dont certaines fusionneront dans des systèmes planétaires, et des fronts de choc où les vents des étoiles les plus massives entrent en collision avec le nuage. Les nouveau-nés les plus massifs vivent également vite et meurent jeunes. Même si leurs petits frères et sœurs sont encore en formation, les plus lourds peuvent exploser en supernova, détruisant la région avec des ondes de choc qui peuvent déclencher un nouvel effondrement dans les nuages voisins ou, à l'inverse, éjecter le gaz restant dans l'espace interstellaire. La formation d'étoiles est à la fois un processus de destruction et de création. Chaque génération d'étoiles remodèle profondément son environnement. Les bras spiraux de notre galaxie sont particulièrement riches en ces pouponnières. Lorsque l'onde de densité d'un bras traverse une région, elle comprime doucement les nuages moléculaires, leur donnant souvent l'impulsion nécessaire pour commencer à s'effondrer en étoiles. C'est pourquoi nous voyons des rangées de régions HI tracer les bras spiraux comme des perles sur un collier cosmique. Ils brillent comme des signes de l'endroit où de nouvelles étoiles prennent vie. Certains bras abritent des complexes géants avec des milliers d'étoiles massives, de véritables usines à étoiles pompant des amas et des associations d'étoiles chaudes et jeunes. Ces associations OB, nommées d'après les étoiles de type O et B qui les dominent, se dispersent généralement après quelques dizaines de millions d'années lorsque leurs étoiles membres se séparent, mais pas avant d'avoir contribué à de nouvelles étoiles au disque galactique et d'avoir enrichi l'environnement d'éléments lourds lorsque les plus grandes d'entre elles meurent. Le cycle de vie se poursuit. Les restes du nuage moléculaire d'une génération peuvent devenir les graines de la suivante. Les cendres des étoiles mortes, leurs gaz et poussières éjectées, sont mélangés dans le milieu interstellaire. Dans certains cas, l'onde de choc d'une supernova balayera le gaz devant elle, le comprimant jusqu'à ce que de nouveaux amas se forment et que de nouvelles étoiles s'enflamment. De cette façon, une supernova peut être à la fois une fin et un début, la mort qui mène à la naissance. À tout moment, la Voie lactée possède de nombreuses régions actives de formation d'étoiles. Bien que les naissances d'étoiles individuelles puissent sembler insignifiantes face aux vastes échelles de temps de la galaxie, elles s'additionnent collectivement. Notre galaxie donne naissance à quelques nouvelles étoiles par an en moyenne. Sur des millions d'années, cela construit des amas entiers et reconstitue la population stellaire. Chaque étoile bleue brillante que vous voyez dans le ciel était autrefois une proto-étoile cachée dans une nébuleuse. Et chaque nébuleuse que vous voyez briller est une promesse que de nouvelles étoiles ont rejoint notre galaxie. Pour nous, les taches sombres qui divisent la bande de la Voie lactée dans le ciel, les grandes fissures d'obscurité, comme celles qui divisent la Voie lactée d'été, peuvent sembler vides. En réalité, ils sont les berceaux de la création, d'épais voiles de poussière et de gaz, abritant des étoiles embryonnaires. Avec le temps et les bonnes conditions, ces nuages noirs se transformeront en cumulus brillants, et le cycle se poursuivra. Les nébuleuses brillantes et leurs étoiles nouveau-nées nous rappellent que la Voie lactée est vivante et en évolution, transformant constamment le gaz en lumière des étoiles. Dans sa douce lueur, nous assistons à la façon dont la galaxie se renouvelle à partir des cendres des vieilles étoiles et du gaz primordial de la galaxie. De nouveaux soleils s'allument, apportant la lumière dans les ténèbres et poursuivant l'histoire cosmique de la création. L'illusion des bras spiraux, en tant que structure fixe, est dissipée par la compréhension de la théorie des ondes de densité. Cette théorie explique comment les bras restent relativement cohérents, même si les parties internes d'une galaxie tournent plus vite que les parties externes. Si les bras étaient faits des mêmes étoiles tout le temps, comme de la peinture sur un rouet, ils s'enrouleraient de plus en plus étroitement autour du centre à chaque rotation et, après quelques orbites galactiques, deviendraient méconnaissables. Mais les vraies galaxies ne montrent pas de tels bras enroulés. La Voie lactée et d'autres galaxies spirales conservent leurs bras pendant des milliards d'années. La clé est que les bras ne sont pas des groupes fixes d'étoiles spécifiques.
Il s'agit plutôt d'un modèle de trafic qui persiste même si les étoiles individuelles qui créent le modèle changent au fil du temps. Une autre analogie est celle des vagues dans l'océan. Considérons une onde se déplaçant dans l'eau, les molécules d'eau montent et descendent principalement. Ils ne se déplacent pas loin avec la vague. Une feuille dans l'eau pouvait s'élever avec la vague puis redescendre, se déplaçant à peine vers le rivage. De même, une étoile monte à la densité la plus élevée d'un bras spiral puis tombe de celui-ci, tandis que l'onde spirale elle-même se propage autour de la galaxie. Le bras est une région où les étoiles et le gaz passent un peu plus de temps en moyenne, ce qui le rend plus dense et donc visible en tant que caractéristique collective. Ces ondes de densité en spirale ont des effets profonds sur le gaz dans le disque. Lorsqu'un nuage de gaz pénètre dans un bras, le léger ralentissement et la compression peuvent déclencher l'effondrement du nuage et la formation de nouvelles étoiles. Ainsi, les bras sont marqués par des amas d'étoiles nouveau-nées brillants et des nébuleuses brillantes. Paradoxalement, les étoiles bleues massives qui éclairent les bras vivent si brièvement, seulement quelques millions d'années, qu'elles meurent avant de s'éloigner de leur lieu de naissance. Ainsi, le bras spiral est continuellement éclairé par des étoiles éphémères qui naissent en son sein, des étoiles qui se consument avant de s'échapper. De cette façon, le bras maintient un approvisionnement constant en étoiles lumineuses, tandis que les étoiles plus anciennes et à plus longue durée de vie, comme le Soleil, s'éloignent et peuplent le reste du disque. C'est pourquoi les bras spiraux se démarquent. Ils sont délimités par des étoiles et des amas froids et brillants qui agissent comme des guirlandes lumineuses cosmiques le long d'un chemin sinueux. Les bras spiraux de la Voie lactée ne sont pas parfaitement symétriques ou constants. Ils peuvent se diviser, se ramifier ou être influencés par des interactions avec des galaxies satellites ou la rotation de la barre centrale. Des simulations informatiques montrent que des motifs en spirale peuvent se former, se dissoudre et se reformer sur des milliards d'années. Mais à l'heure actuelle, notre galaxie a une structure spirale bien définie avec plusieurs segments de bras principaux. Le modèle d'onde de densité tourne lentement, prenant peut-être quelques centaines de millions d'années pour faire une révolution complète autour du centre, plus lente que la vitesse orbitale de la plupart des étoiles. Cela signifie que les étoiles avancent constamment dans le modèle de vague. Par exemple, notre Soleil, se déplaçant plus vite que le motif, se déplace dans et hors des bras spiraux au fil du temps. En fait, il est actuellement situé sur un petit éperon plutôt que sur un bras principal. Comprendre que les bras sont des motifs dynamiques nous aide à apprécier la Voie lactée en tant que galaxie vivante. Les bras ne sont pas des membres matériels jetés dans un tourbillon. Ils sont l'empreinte visible de la densité et des ondes de formation d'étoiles se déplaçant à travers le disque. Nous y voyons la chorégraphie de milliards d'étoiles répondant collectivement à la douce force organisatrice de la gravité. Chaque oscillation du motif déclenche de nouvelles naissances d'étoiles, maintient la forme élégante de la galaxie et ajoute à sa beauté durable. Lorsque nous imaginons les bras majestueux de la Voie lactée, nous devons nous rappeler qu'ils sont comme des vagues en mouvement dans une mer d'étoiles, rassemblant des étoiles pendant un certain temps puis les libérant, soutenus par les rythmes continus du trafic cosmique. Les bras spiraux sont de véritables vagues de changement qui balaient notre galaxie, préservant la conception de la spirale, même si la distribution des étoiles change constamment. Encore plus grand, un vaste halo de gaz chaud détecté dans les rayons X, s'étendant sur des centaines de milliers d'années-lumière. Les observations suggèrent que ce halo contient une quantité de matière comparable à celle de toutes les étoiles de la galaxie. Ce gaz dans le halo, chauffé à des millions de degrés, est si faible que nous ne le détectons qu'en raison de sa faible lueur de rayons X et de la façon dont il absorbe certaines longueurs d'onde de sources lointaines. Il représente probablement la portion de matière cosmique de la Voie lactée qui ne s'est pas effondrée dans le disque, une atmosphère gigantesque pour notre galaxie, enrichie par les écoulements d'innombrables supernovas passées. À l'intérieur du disque, le milieu interstellaire se fait connaître de diverses manières. Nous voyons des nébuleuses brillantes où le gaz est ionisé par la lumière des étoiles. Nous voyons également des nébuleuses sombres, des nuages de poussière et de gaz moléculaires qui bloquent la lumière, apparaissant comme des vides ou des silhouettes noires sur le fond étoilé. La grande faille qui divise la bande de la Voie lactée, clairement visible une nuit d'été depuis un endroit sombre, est causée par de tels nuages de poussière qu'ils obscurcissent la lumière des étoiles lointaines dans le plan galactique. Ces nuages chargés de poussière ne sont pas seulement des obstacles à notre vue, ils sont les pépinières des futures stars. La poussière elle-même se compose de minuscules grains solides, de particules microscopiques de silicate, de composés de carbone, de glace et de métaux. Ces grains sont originaires des atmosphères froides d'anciennes étoiles géantes et d'explosions de supernovas, et ont ensuite été soufflés dans l'espace. Au fil du temps, d'innombrables grains s'agrègent en nuages, absorbent la lumière des étoiles, en particulier la lumière bleue, qu'ils diffusent plus efficacement, laissant la lumière transmise rougie, et fournissent des surfaces sur lesquelles une chimie complexe peut se produire. À l'abri de nuages denses, les grains de poussière catalysent la formation des molécules. Les atomes d'hydrogène se lient entre eux pour former H2, et les molécules plus complexes s'assemblent à la surface des grains. En conséquence,
Les nuages moléculaires sont de riches laboratoires de chimie. Les astronomes ont détecté plus de 200 molécules dans les nuages interstellaires, du simple monoxyde de carbone et de l'eau aux molécules organiques telles que le formaldéhyde, les alcools et même les précurseurs d'acides aminés. À l'intérieur de ces nuages, les ingrédients de la vie, l'eau, les composés organiques, sont synthétisés et mélangés dans la matière qui formera de nouvelles étoiles et planètes. Chaque système stellaire, y compris le nôtre, est né d'un nuage chimiquement enrichi, héritant d'un mélange d'éléments et de composés forgés par les étoiles précédentes et la chimie interstellaire. Là où il y a du gaz et de la poussière, il y a aussi des champs magnétiques et des rayons cosmiques. Le milieu interstellaire de la Voie lactée est sillonné par des lignes de champs magnétiques invisibles qui influencent le mouvement des particules chargées et l'effondrement des nuages. Les rayons cosmiques, des particules de haute énergie, principalement des protons et des noyaux atomiques, accélérés par des chocs de supernovas et d'autres événements énergétiques, traversent la galaxie à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, imprégnant le milieu interstellaire. Ensemble, les rayons cosmiques et les champs magnétiques exercent une pression sur le gaz et peuvent affecter la condensation ou la diffusion des nuages. Dans un sens, l'espace entre les étoiles est vivant d'activité, non pas un vide silencieux, mais un environnement dynamique où les forces poussent et tirent, et où l'énergie circule de nombreuses façons. L'un des effets les plus perceptibles du milieu interstellaire est l'assombrissement et le rougissement de la lumière des étoiles. Lorsque la lumière d'étoiles lointaines passe à travers un nuage de poussière intermédiaire, la poussière absorbe et disperse les longueurs d'onde plus courtes et plus bleues que les longueurs d'onde plus longues et plus rouges. L'étoile apparaît donc plus rouge et plus sombre, un effet connu sous le nom des extinctions interstellaires. C'est pourquoi le noyau de la galaxie, bien que rempli d'étoiles, est caché à la vue de la lumière visible. La poussière le long de notre ligne de mire l'obscurcit. Ce n'est qu'en observant dans l'infrarouge, la radio et d'autres longueurs d'onde pénétrant la poussière que nous pouvons cartographier le centre et le côté éloigné de la Voie lactée. En effet, le milieu interstellaire donne et prend. Il crée de belles nébuleuses et de nouvelles étoiles, mais il voile aussi des parties de notre galaxie. Malgré son caractère insaisissable, le milieu interstellaire est crucial pour l'écosystème de la Voie lactée. C'est le réservoir de matière pour la formation de nouvelles étoiles et le réservoir de matière renvoyé par les étoiles mourantes. Une étoile comme le Soleil finira par expulser ses couches externes, enrichissant le MIE avec des éléments nouvellement forgés tels que le carbone et l'azote. Plus dramatiquement, une supernova éjectera ses entrailles, des éléments lourds tels que le fer, le silicium et le calcium, dans l'espace, ensemençant ainsi l'environnement. Ces éléments dérivent ensuite à travers le milieu pendant des éons jusqu'à ce que la gravité rassemble ce gaz dans de nouveaux nuages et de nouvelles étoiles, qui auront de plus grandes quantités d'éléments lourds que la génération précédente. De cette façon, le milieu interstellaire est le tapis roulant de l'évolution galactique, faisant circuler la matière des étoiles vers l'espace et de retour vers les étoiles. Loin d'être un vide-vide, l'espace entre les étoiles est une tapisserie complexe de filaments, de bulles et de nuages. Dans certains endroits, il s'agit d'un plasma chaud émettant des rayons X provenant d'événements violents récents. Dans d'autres, il s'agit d'un ventre froid et tranquille où la lumière des étoiles n'a pas encore pénétré. Il relie toutes les parties de la galaxie, les vents d'une étoile peuvent éventuellement atteindre les nuages qui donnent naissance à une autre, et l'enrichissement d'étoiles mortes depuis longtemps trouve son chemin dans les systèmes planétaires nouveau-nés. Lorsque vous regardez la Voie lactée et que vous remarquez ses voies sombres et sa lueur laiteuse, vous voyez indirectement le milieu interstellaire, la poussière qui cause l'obscurité et la lumière intégrée d'innombrables étoiles lointaines diffusées par le gaz entre les deux. Le milieu interstellaire est le souffle de notre galaxie, le pont éthéré entre les étoiles, réalisant le cycle sans fin du renouvellement cosmique. Les amas globulaires, ces agglomérations denses et anciennes d'étoiles, sont de véritables trésors pour comprendre la genèse de la Voie lactée. Imaginez un amas globulaire comme un globe d'étoiles brillantes. Si vous regardez à travers un télescope, disons le grand amas d'Hercule, M13, ou Oméga Centauri dans le ciel austral, vous voyez une lueur concentrée de lumière stellaire, d'innombrables points ressemblant à des diamants se pressant vers le centre. À la base, les étoiles sont si serrées que la distance moyenne entre voisins peut être inférieure à une année-lumière. Pour le contexte, le voisin le plus proche de notre Soleil se trouve à plus de 4 années-lumière. Si vous viviez sur une planète au sein d'un amas globulaire, votre ciel nocturne serait tapissé de milliers d'étoiles brillantes, beaucoup plus proches et plus brillantes que toutes celles que nous voyons de la Terre. Les amas se déplacent comme des satellites autour de la galaxie, souvent sur des orbites allongées ou inclinées qui les emmènent bien au-dessus et en dessous du plan galactique. Ils prêtent peu d'attention aux bras spiraux ou aux disques. Au lieu de cela, ils cartographient le potentiel gravitationnel sphérique de la galaxie. Les étoiles au sein des amas globulaires ont des empreintes digitales distinctives. Elles ont tendance à être extrêmement pauvres en métaux, même par rapport aux étoiles de Thales typiques, ce qui indique leur grande ancienneté. Dans de nombreux amas globulaires, pratiquement toutes les étoiles se sont formées à peu près en même temps. L'ensemble de l'amas est une famille contemporaine,
nés d'un nuage primordial, ce qui les rend utiles comme point de référence pour les âges stellaires. Quelques amas montrent des preuves de multiples épisodes de formation d'étoiles, mais même ces générations ultérieures sont encore extrêmement anciennes, se formant probablement seulement quelques centaines de millions d'années après la première. En bref, les amas globulaires préservent les conditions de la Voie lactée primitive comme des insectes dans l'ambre, chaque amas étant une capsule temporelle d'une époque où notre galaxie commençait tout juste à s'assembler. La distribution des amas globulaires a été l'indice qui a révélé pour la première fois la véritable étendue de la galaxie. Au début du XXe siècle, les astronomes ont remarqué que les amas globulaires ne sont pas centrés sur le Soleil, mais à peu près autour du Sagittaire. Cette révélation a permis d'établir que le Soleil est loin du centre galactique. La plupart des amas globulaires sont disposés sphériquement autour du noyau galactique, la concentration la plus élevée se dirigeant vers le centre. Environ 90% orbitent à moins de 100 000 années-lumière du centre. Cependant, quelques groupes de renégats errent encore plus loin. Par exemple, des amas comme Palomar 4 et AM1 se trouvent à plus de 200 000 années-lumière, juste à l'extérieur du halo. Ces amas distants repoussent les limites de la portée gravitationnelle de la Voie lactée. D'où viennent ces grappes? Ils représentent probablement quelques-uns des éléments constitutifs à partir desquels la Voie lactée s'est développée. Dans les premiers temps de la galaxie, les fragments protogalactiques et les galaxies naines plus petites ont fusionné pour former le plus grand système. Et ces petits morceaux ont souvent produit des amas globulaires lors de leurs propres explosions de formation d'étoiles. Certains amas globulaires pourraient être les noyaux de galaxies naines que la Voie lactée a déchirés il y a longtemps, des restes étroitement liés qui ont survécu à la destruction par les marées. Un exemple convaincant est Oméga Centauri, l'amas globulaire le plus brillant du ciel, visible à l'œil nu dans le sud sous la forme d'une tache faible. Oméga Centauri est exceptionnellement massif et a des étoiles d'âge différents, ce qui suggère qu'il ne s'est pas formé en même temps. Les astronomes soupçonnent qu'il s'agit du noyau restant d'une petite galaxie que la Voie lactée a déchiquetée il y a des milliards d'années. Ce qui reste, c'est son amas d'étoiles centrales, qui orbite maintenant comme un globulaire. Cela suggère que le halo est construit en partie à partir des restes d'autres galaxies, un sujet que nous explorerons plus en détail avec le cannibalisme galactique. Au-delà des amas, le halo contient des étoiles solitaires, des vagabonds solitaires, pour la plupart âgés et sur des orbites excentriques. Ces étoiles de halo datent de la formation initiale de la Voie lactée ou ont été dépouillées des galaxies plus petites qui se sont approchées trop près. Le halo abrite également des courants d'étoiles fantomatiques, de longs filaments d'étoiles étirés dans le ciel, qui sont les restes écrasés d'anciens amas globulaires ou de galaxies naines en cours d'assimilation. Par exemple, les astronomes ont cartographié le ruisseau du Sagittaire, un ruban d'étoiles extrait de la galaxie elliptique naine du Sagittaire, un satellite qui fusionne maintenant avec la Voie lactée. De tels ruisseaux tissent le halo comme des feux follets, démontrant que la croissance de la Voie lactée est en cours. En effet, les amas globulaires et les étoiles halo forment la couche la plus externe et la plus ancienne de notre galaxie. Ils sont les gardiens de la mémoire, en orbite patiemment autour du centre. Lorsque nous observons un amas globulaire à travers un télescope, nous voyons une population d'étoiles qui a été témoin de toute la vie dans notre galaxie, depuis presque le début jusqu'à maintenant. Le halo est peut-être faible à nos yeux, émettant peu de lumière par rapport au disque brillant, mais c'est une partie cruciale de la structure de la Voie lactée, l'enfermant dans une étreinte sphérique. Il fournit également, avec la matière noire, un échafaudage gravitationnel qui maintient la galaxie ensemble. Les amas globulaires, qui brillent comme des phares lointains, et les étoiles halo dispersées peignent l'image d'une galaxie assemblée au fil du temps, capturant et fusionnant des systèmes plus petits. Ils nous rappellent que notre Voie lactée, malgré toute sa grandeur, est elle-même le produit d'innombrables fusions dans un passé lointain. Au-dessus et au-dessous du plan galactique, dans le faible halo, des amas globulaires orbitent sans être perturbés pendant des éons, comme d'anciennes sentinelles. Leurs étoiles finiront par mourir et s'estomper, mais les amas peuvent durer des milliards d'années de plus. Ils seront probablement parmi les dernières structures reconnaissables de notre galaxie, même après la dissolution des bras spiraux et la fusion de la Voie lactée en quelque chose de nouveau. Dans ces amas, on ressent le temps profond et la résilience de la galaxie. Ils sont les plus anciens résidents de la Voie lactée, faisant fidèlement le tour du centre galactique comme ils le font depuis presque la nuit des temps, portant l'histoire de la naissance de la galaxie dans ses royaumes étoilés denses. L'existence de la matière noire, déduite de ses effets gravitationnels, nous oblige à nous confronter à une humble réalité. La matière ordinaire dont nous sommes faits, les étoiles, les nébuleuses et nous-mêmes, sommes une minorité de la masse de la Voie lactée. La majeure partie de notre galaxie est quelque chose de fondamentalement étranger à nos sens. Ce grand inconnu ajoute une aura de mystère à la Voie lactée. Au fur et à mesure que nous cartographions la galaxie avec de plus en plus de détails, nous délimitons l'influence de la matière noire, mais nous ne pouvons pas encore déterminer sa nature. Peut-être qu'un jour la physique révélera ce qu'est vraiment la matière noire. D'ici là,
Il reste un halo d'ombre, le cadre invisible de la Voie lactée, un partenaire silencieux colossal qui maintient notre maison galactique ensemble. Nous vivons dans la lumière des étoiles et des nébuleuses, mais nous sommes également entourés d'une mer gravitationnelle sombre. L'une des preuves les plus solides de l'existence de la matière noire provient du tracé de la courbe de rotation de la Voie lactée, la vitesse à laquelle les objets orbitent autour du centre à différentes distances. Si nous pouvions mesurer les vitesses orbitales de la galaxie interne à la périphérie la plus éloignée, la physique classique prédit un certain modèle. Près du centre, les vitesses augmentent avec l'augmentation de la masse fermée, mais au-delà de la majeure partie de la masse, les vitesses devraient diminuer, car les planètes plus éloignées du Soleil orbitent plus lentement. En d'autres termes, nous nous attendions à un pic autour du disque interne, puis à une diminution constante de la vitesse orbitale avec la distance, reflétant une diminution de la masse. Mesurer la rotation de la Voie lactée de l'intérieur est délicat, mais les astronomes ont mis au point des méthodes ingénieuses. Ils utilisent le décalage Doppler des raies spectrales, en particulier la ligne de rayon de 21 cm de l'hydrogène neutre, pour mesurer la vitesse à laquelle le gaz se déplace le long de notre ligne de visée dans différentes parties de la galaxie. En cartographiant ces vitesses et en utilisant la géométrie, ils déduisent des vitesses orbitales à différents rayons. Le Soleil, par exemple, orbite à environ 220 km par seconde à 26 000 années-lumière. La surprise est venue lorsque les scientifiques ont poussé les mesures plus loin. Au lieu de ralentir, les vitesses de rotation sont restées élevées, à peu près constantes autour de 200 à 240 km par seconde, bien au-delà du bord visible du disque. Les nuages de gaz en orbite à 50 000 ou 60 000 années-lumière du centre se déplaçaient presque aussi vite que du gaz à 10 000 années-lumière. Cette courbe de rotation plate a défié les attentes. Si la masse de la Voie lactée se trouvait principalement dans les étoiles et les nébuleuses visibles, la vitesse orbitale à 50 000 années-lumière serait beaucoup plus faible qu'à 25 000 années-lumière, tout comme Neptune orbite plus lentement que la Terre. Le fait que ce ne soit pas le cas signifie que la masse à moins de 50 000 années-lumière est beaucoup plus grande que ce que les étoiles visibles seules fournissent. Essentiellement, à mesure que vous vous éloignez, vous continuez à rencontrer plus d'attraction gravitationnelle que prévu, comme si une masse invisible de matière s'étendait dans l'obscurité. La courbe de rotation plate suggère que la masse de la Voie lactée continue de croître avec un rayon bien au-delà du disque visible. Finalement, à un très grand rayon, elle devrait diminuer, mais des mesures jusqu'au gaz le plus éloigné et même en utilisant les mouvements des galaxies satellites montrent que la masse fermée continue d'augmenter même jusqu'à plus de 100 000 années-lumière. Cela coïncide parfaitement avec l'idée d'un halo massif de matière noire. Historiquement, cette compréhension a émergé au milieu du XXe siècle, lorsque les radioastronomes ont étendu les mesures de rotation et que les astronomes ont étudié d'autres galaxies. À la fin des années 1900, il était clair que de nombreuses spirales avaient des courbes de rotation plates. Notre Voie lactée, étant plus difficile à cartographier de l'intérieur, a néanmoins montré le même comportement. Le terme « masse manquante » a été utilisé avant que la « matière noire » ne devienne la norme, mais l'implication était la même. Quelque chose d'invisible contribuait la majeure partie de la gravité. La planéité de la courbe de rotation de notre galaxie est une pierre angulaire de l'hypothèse de la matière noire, preuve directe que la majeure partie de la masse de la Voie lactée n'est pas là où se trouve la lumière. Pour chiffrer, dans l'orbite du Soleil, 26 000 années-lumière, la vitesse orbitale est d'environ 220 km par seconde. Si seulement la masse dans l'orbite du Soleil, principalement le renflement et une partie du disque, nous attirait, alors à 50 000 années-lumière, on prédirait que les vitesses diminueraient considérablement, peut-être à 150 km par seconde. Mais les observations montrent qu'il reste à 220 km par seconde, parfois un peu plus haut, à 50 000 à 60 000 années-lumière et au-delà. Ce fait exige qu'une grande quantité de masse supplémentaire se trouve plus loin. Dans un sens, les étoiles et le gaz que nous voyons sont montés sur un carrousel massif dont l'étendue totale est beaucoup plus grande que la plateforme éclairée. Nous avons affiné la courbe de rotation avec plusieurs traceurs, l'hydrogène gazeux par son émission radio, les nuages de monoxyde de carbone par émission d'ondes millimétriques, et même certaines populations stellaires à des distances connues. Tout le monde est d'accord. La galaxie extérieure tourne plus vite que prévu simplement à cause de la matière visible. Ce comportement constant soutient fortement un halo de matière noire étendue. Des théories alternatives, telles que la modification de la gravité, ont été proposées, mais celles-ci peinent à expliquer toutes les observations, en particulier à l'échelle des amas et de la cosmologie. Ainsi, la courbe de rotation plate est un indice clé que la matière noire domine le bilan de masse de notre galaxie. Pour notre Voie lactée, la courbe de rotation s'aplatit déjà à quelques milliers d'années-lumière du centre et reste plate, avec de petites ondulations dues aux concentrations de masse des bras spiraux, pour autant que nous puissions mesurer. Le mouvement des satellites distants suggère qu'il reste plat ou ne diminue que doucement, même à des rayons extrêmes. Cela indique que le halo de matière noire est répandu. Nous ne savons pas exactement où il se termine, peut-être à des centaines de milliers d'années-lumière,
où l'influence du halo voisin d'Andromède pourrait commencer à rivaliser. En bref, les taux de rotation plats étonnamment élevés dans la Voie lactée externe étaient un indice fondamental que la majeure partie de la masse de la galaxie est invisible. La spirale lumineuse que nous voyons est en fait la partie émergée d'un iceberg. En dessous, ou autour d'elle, se trouve la majeure partie de la matière qui contrôle la danse des étoiles. La découverte de la courbe de rotation plate de la Voie lactée a transformé notre compréhension, révélant que les étoiles brillantes ne racontent pas toute l'histoire de ce qui s'y trouve. Au lieu de cela, les étoiles se déplacent sous la direction gravitationnelle d'une vaste structure sombre, un halo invisible qui s'étend bien au-delà du disque étoilé. La rotation constante de la Voie lactée, même dans ses faubourgs éloignés, est la signature de cette masse cachée, un murmure doux mais persistant dans les mouvements des étoiles, nous disant que quelque chose d'énorme mais d'invisible partage notre maison galactique. Le cannibalisme galactique, ce processus de croissance en absorbant des galaxies plus petites, est un problème central dans la formation et l'évolution des structures à grande échelle dans l'univers. La Voie lactée, comme d'autres galaxies de sa taille, est le produit de nombreuses fusions et accrétions dans sa première jeunesse. Il a probablement amalgamé plusieurs protogalaxies, chacune apportant ses propres étoiles et amas, ce qui explique l'abondance d'amas anciens dans notre halo. Même plus récemment, la Voie lactée continue de piquer ses petits voisins. Les preuves des fusions passées sont écrites sur les étoiles du halo et même sur le disque. Un exemple est devenu clair avec les données de l'Observatoire spatial Gaïa. Une grande population d'étoiles de halo se déplace selon un motif distinctif, comme si elles provenaient d'un seul système démembré. Ces mouvements et ces compositions suggèrent qu'il y a environ 10 milliards d'années, une galaxie naine, plusieurs fois plus massive que n'importe lequel de nos satellites actuels, a sombré dans la Voie lactée et a été déchirée. Cet événement, parfois surnommé Gaïa Encelade ou la saucisse de Gaïa par les scientifiques, a contribué à une fraction substantielle de notre halo stellaire et a même gonflé le disque, créant l'épais disque d'étoiles plus anciennes. Les débris de cette ancienne galaxie orbitent maintenant en nous, ces étoiles complètement mélangées à la population de la Voie lactée, mais trahissant toujours une origine commune dans leur trajectoire et leur chimie. Les habitudes cannibales de notre galaxie se poursuivent. Nous observons actuellement au moins 2 galaxies naines en train d'être dévorées. La plus importante est la galaxie elliptique naine du Sagittaire, un petit satellite qui a déjà eu de multiples rencontres rapprochées avec la Voie lactée au cours des derniers milliards d'années. Les fortes marées de la Voie lactée ont étiré et déchiré le Sagittaire, faisant tomber les flots de ces étoiles. Ces étoiles forment maintenant un vaste flux stellaire qui enveloppe la Voie lactée comme un ruban de gaz. Finalement, le noyau restant de la naine du Sagittaire se dissoudra complètement, ces étoiles étant assimilées à notre halo et à notre disque. Nous assistons à la lente destruction d'une galaxie par la nôtre. Un autre exemple est la surdensité du Grand Chien, que certains interprètent comme les restes d'une galaxie naine consommée par la Voie lactée en direction du Grand Chien. Il se peut aussi qu'il ait fait don d'étoiles et d'amas globulaires à notre halo. En fait, on pense que certains amas globulaires aux propriétés inhabituelles, comme M54, appartenaient à l'origine au Sagittaire ou à d'autres galaxies dévorées. Ces événements d'accrétion montrent qu'une partie de nos amas de halo et de nos étoiles se sont formés à l'origine en dehors de la Voie lactée, puis ont été capturés. Le halo est comme une courte pointe cousue avec des restes de nombreuses galaxies anciennes. En plus de ces repas passés et actuels, la Voie lactée maintient un entourage de galaxies satellites en orbite autour d'elle, et certaines d'entre elles sont destinées à être de futures collations. Le grand nuage de Magellan, LMC, et le petit nuage de Magellan, SMC. Visibles à l'œil nu depuis l'hémisphère sud sous forme de taches floues, sont aujourd'hui nos satellites les plus massifs, contenant chacun des milliards d'étoiles. Ils orbitent l'un autour de l'autre et de la Voie lactée, et interagissent avec les deux. Un courant d'hydrogène gazeux, le courant de Magellan, s'étend derrière eux, arraché par les forces de marée et la pression de traînée alors qu'ils se déplacent à travers le halo de la Voie lactée. Finalement, peut-être dans quelques milliards d'années, les nuages de Magellan fusionneront également avec la Voie lactée, ces étoiles faisant partie de la plus grande galaxie et son gaz déclenchant probablement la formation de nouvelles étoiles dans notre disque. Notre galaxie possède au moins quelques dizaines de satellites connus, et de nouvelles naines ultra faibles, la plupart d'entre elles extrêmement petites, continuent d'être découvertes. Ces minuscules galaxies n'ont souvent que quelques millions d'étoiles chacune et sont fortement dominées par la matière noire. Ils essaiment autour de la Voie lactée comme des vairons autour d'une baleine. Certains resteront longtemps en orbite, mais d'autres se dissoudront progressivement en spirale. En fait, le halo contient de multiples flux stellaires au-delà du courant du Sagittaire, tels que le courant stellaire de la Vierge, le courant orphelin et d'autres, qui sont les traces d'étoiles laissées par des fusions passées ou par des satellites actuellement démembrés. Chaque flux est comme une cicatrice dans le halo, marquant l'endroit où une galaxie plus petite a été déchirée le long de son orbite. Des études modernes telles que SDSS et Gaïa ont révélé ces structures éthérées,
montrant clairement que le halo de la Voie lactée est un environnement dynamique qui continue de s'accumuler auprès de ses voisins. Le cannibalisme galactique est un thème commun dans l'univers. Les grandes galaxies grandissent en mangeant de petites. En fait, notre groupe local de galaxies est dominé par deux géantes, la Voie lactée et Andromède a également dévoré des naines. Une grande structure de halo à Andromède le suggère. Dans un avenir grand, le prochain repas majeur de la Voie lactée ne sera pas une naine, mais presque une galaxie similaire, la galaxie d'Andromède. La race cannibale de la Voie lactée culminera dans une fusion titanesque avec Andromède dans quelques milliards d'années. Cette collision imminente est une histoire en soi, mais elle souligne qu'aucune galaxie n'est une île pour toujours. La gravité enchevêtre les galaxies, en construisant de plus grandes à partir de plus petits morceaux. La grandeur actuelle de la Voie lactée est en partie le butin de son passé, dévorant les autres. Et même si nous admirons la lumière de notre galaxie, nous devons reconnaître que ces autres systèmes stellaires dont la lumière a été subsumée dans la nôtre, leurs étoiles, maintenant citoyens de la Voie lactée, continuent de briller, comptant les vies galactiques que leurs foyers d'origine ont autrefois menées. Bien qu'il semble violent, le cannibalisme galactique est une danse lente selon les normes humaines. La naine du Sagittaire, par exemple, fusionne depuis des milliards d'années, ces étoiles se dispersant progressivement. Lorsque les nuages de Magellan commenceront à fusionner, ils se développeront sur des échelles de temps tout aussi longues, créant des flux spectaculaires et déclenchant peut-être des explosions de formation d'étoiles. Nous, les êtres vivants sur Terre, ne ressentirons probablement pas directement ces événements, mais nous pouvons les détecter et les suivre dans le ciel. De cette façon, la Voie lactée est à la fois une entité unique et une composition de plusieurs, un amalgame forgé par les fusions incessantes de la gravité. Chaque galaxie absorbée ajoute à la richesse de la nôtre. De nouvelles étoiles, de nouveaux amas, des ondulations parfois subtiles dans la structure de notre galaxie. Debout sur le bord du disque galactique, nous pouvions imaginer les restes fantomatiques de ces galaxies consumées qui nous entouraient. En fait, dans le halo ci-dessus, certaines des étoiles que vous voyez pourraient avoir appartenu à une galaxie complètement différente avant de rejoindre la nôtre. L'histoire de la Voie lactée est en partie l'histoire de nombreuses petites galaxies qui se sont réunies. Alors que notre galaxie poursuit son dîner cosmique, elle nous rappelle que même les galaxies ne sont pas statiques. Elles grandissent, changent de forme et échangent de la matière. Tout cela fait partie de l'évolution continue de la structure de l'univers. Dans la lueur majestueuse de la Voie lactée se trouve la lumière de nombreux mondes anciens, maintenant unis en une seule grande famille. La prochaine grande réunion de famille aura lieu lorsque nous rencontrerons Andromède, annonçant un nouveau chapitre de cette saga cosmique. La connaissance de l'événement de collision future avec Andromède est l'une des merveilles de l'astronomie moderne. Nous avons essentiellement prédit un événement cosmique bien au-delà de toute période humaine. Cela donne un sentiment d'inévitabilité, mais aussi de continuité, que le cosmos a son propre calendrier et ses propres flux qui se poursuivront sans nous. Si nous nous situons poétiquement dans ce scénario futur, essayons d'imaginer le ciel de la Terre, disons, dans 3,75 milliards d'années. Le disque d'Andromède s'étend dans le ciel, peut-être sur des dizaines de degrés de large, une spirale brillante visible même à la lumière du jour, peut-être comme une faible structure. Puis, dans un demi-milliard d'années, le premier pas de proximité se produit. Le ciel pouvait éclater de nouvelles étoiles. Peut-être que la bande de la Voie lactée dans le ciel se déformera en formes étranges lorsque les étoiles d'Andromède la rejoindront. Dans un milliard d'années, plusieurs bandes ou une dispersion chaotique d'étoiles au-dessus de nos têtes alors que tout se mélange. D'ici 6 ou 7 milliards d'années, une distribution ellipsoïdale douce et brillante de la lumière dans le ciel, sans aucune bande de la Voie lactée, juste une faible lueur dans tout le ciel, peut-être plus épaisse vers le centre de la nouvelle galaxie. Pendant tout ce temps, en tant qu'observateur, vous auriez dû supporter l'expansion du Soleil géant rouge, etc., mais peut-être que les descendants lointains de l'humanité pourraient observer d'un autre coin ou à travers des yeux robotiques. C'est une scène de science-fiction, mais basée sur l'astrophysique. Les collisions galactiques sont courantes dans l'univers. De nombreuses galaxies que nous voyons entrent en collision ou fusionnent. Le nôtre n'a tout simplement pas eu de collision majeure récemment. Le dernier grand événement aurait pu être celui de Gaïa Encelade il y a 10 milliards d'années. La Voie lactée a donc eu le temps d'être une belle spirale. Andromède a également eu des fusions. Il a une grande bosse qui indique une action passée. Maintenant, ces deux grands feront un plus grand elliptique. Les elliptiques ont généralement des étoiles plus anciennes et moins de gaz par la suite. On peut s'interroger sur les conséquences pour la vie. Y a-t-il un risque pour le système solaire? Les collisions directes d'étoiles sont extrêmement improbables. Cependant, les étoiles qui passent pourraient perturber le nuage de comètes d'or et envoyer des comètes vers l'intérieur, augmentant ainsi le risque d'impact sur les planètes. De plus, si l'orbite du Soleil est modifiée, il pourrait subir des changements dans l'environnement,
peut-être se déplacer dans une région avec plus de supernovas ou de rayonnement. La vie sur Terre a peut-être disparu d'ici là en raison de l'évolution du Soleil. Mais si ce n'est pas le cas, la fusion pourrait apporter des coups de pouce gravitationnels. Mais l'existence de la Terre est de toute façon précaire avec les changements du Soleil. Notre collision avec Andromède est souvent dépeinte comme violente. Mais en termes humains, il s'agit d'un événement au ralenti qui s'étend sur des milliards d'années. Il ne détruira aucune des galaxies complètement, mais les transformera. C'est un acte de création autant que de destruction, la création d'une nouvelle galaxie à partir de deux. Alors que nous envisageons cet avenir, c'est un rappel que le changement est la constante. Même la spirale majestueuse de la Voie lactée est transitoire dans le temps cosmique. Le cosmos construit et reconstruit des structures au fil du temps. Rien ne reste pareil. Les galaxies grandissent, fusionnent, s'estompent. En revenant à une perspective actuelle, on pourrait se demander à quelle vitesse nous nous déplaçons maintenant et vers quoi. Ce qui conduit à considérer la vitesse du mouvement plus généralement, non seulement par rapport à Andromède, mais à tous les mouvements auxquels nous participons. Nous avons abordé les vitesses orbitales autour de la galaxie, mais peut-être consacrerons-nous une section à la myriade de mouvements. La vitesse des étoiles, du Soleil, de la galaxie se déplaçant dans l'univers, etc., pour capturer la nature dynamique.